Amis ennemis, bonsoir, chères citoyennes et chers citoyens, La Reine, saison 2, épisode 13, top générique. Une joute de très haute voltige ce soir vous attend, chers viewers, avec Damien, Ali Damien, ou Ali, et Julien. Julien, bonsoir. Bonsoir. Je t'en prie, présente-toi. Eh bien, Julien Limongi, responsable des jeunes du Rassemblement national en Seine-et-Marne. Je suis ravi d'être venu et donc merci à vous. Merci à toi, et donc Ali. Bonsoir, moi c'est Ali Damien, président de l'Union étudiante Paris-Saclay et élu étudiant au conseil académique de l'Université Paris-Saclay. Merci pour l'invitation et merci pour l'accueil. Mais merci à vous d'être venu ce soir pour ce débat qui s'annonce passionnant autour de cette thématique qui a beaucoup fait parler cette semaine. Doit-on donner la parole à tout le monde dans les médias ? Évidemment, ce soir, vous allez retrouver vos programmes habituels, vos rubriques habituelles. Mon billet d'humeur, tout d'abord, puis ensuite la joute. Où ai-je la tête ? La revue d'actu sur l'actualité générale, voilà, avec un Qu'est-ce Cookie en dernière partie. Vous devrez deviner, chers messieurs, une actualité. Puis ensuite, deux chroniques, Flavien, en bref, chronique humoristique à sa manière. Déborah, pour la Minute du Sage, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et puis la joute, messieurs, et j'espère que vous serez au niveau. Et évidemment, vous répondrez aussi aux questions des viewers qui poseront leurs questions. Vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat qui est présent, évidemment, sur vos claviers. Mon billet d'humeur, ce soir, il est très court, mais il m'a l'air d'être assez intéressant. Top générique, oui, il y a un jingle à chaque fois. Billet d'humeur, merci D'Artagnan, que je salue. Je salue D'Artagnan, tiens, ce soir. Mon cher D'Artagnan, bonsoir. Et je salue l'ensemble de la régie, notre couteau suisse Gabriel et notre régisseur du son Tristan et nos chroniqueurs. Mon billet d'humeur ce soir, inclusion sociale ou occlusion intestinale. Mais quel rapport me direz-vous ? On pourrait dire de cette introduction qu'elle est quelque peu farfelue, eh bien pas tant que ça. Humeur décalée ce soir, quelques minutes ailleurs, avant que nos débatteurs tentent de gagner vos cœurs de citoyennes et citoyens engagés grâce à des saillies verbales de haute voltige. Voltigeurs de la pensée, nous allons tenter d'être une nouvelle fois aujourd'hui au service de la démocratie pour rappeler plus que jamais que tout le monde aime parler démocratie, sans en avoir la même conception, et cela peut créer un trouble que nous allons tenter, une nouvelle fois encore, d'éclaircir ce soir. La démocratie est quelque peu malade, mais dans l'enceinte de l'arène, nous, tribuns, continuerons de discuter chaque mercredi des attraits du débat et des charmes de la politique. Et en parlant d'attraits du débat et de charmes de la politique, restez avec nous, parce qu'à la fin de l'émission, beaucoup d'annonces, et notamment un grand projet que nous allons vous dévoiler, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire des propositions d'ailleurs, peut-être que vous avez des idées dans le chat, et en fin d'émission, on vous dévoilera tout cela. La revue d'actu d'Artagnan, à nouveau un top générique, je crois. Il n'y en a pas ? Eh bien, il n'y en a pas. Donc on enchaîne tout de suite, messieurs, avec la première actualité, une actualité internationale. Ce soir, avec l'investiture du nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, investiture en grande pompe. C'est vrai que c'était assez reluisant à voir. Selon vous, une nouvelle ère s'ouvre-t-elle dans ce pays et plus globalement en Afrique avec justement cette élection ? Est-ce que ça représente un nouvel espoir ? Julien. Eh bien déjà, félicitations à lui qui a été élu dès le premier tour à plus de 50%. Je m'en réjouis parce que le Sénégal a toujours su, depuis les années 60, faire preuve de démocratie, d'alternance, etc. C'est vrai que ces dernières semaines, il y avait une certaine crise politique qui s'était mise en œuvre au Sénégal. L'élection avait été reportée une première fois, donc je pense qu'on peut se satisfaire. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le Sénégal puisque mon grand-père est issu du Sénégal. Ma mère était adoptée par une famille... par un père sénégalais, donc je me réjouis de voir la stabilité au Sénégal se maintenir, et donc il a beaucoup de défis face à lui, lutter contre la corruption, le pouvoir d'achat, donc j'espère qu'il réussira en tout cas. Ali. Pareillement, d'abord, des grandes félicitations au peuple sénégalais pour avoir
tenu des élections en bonne et due forme. Le président qui se fait élire avec 54% des voix, malgré une crise politique, oui, donc l'emprisonnement du principal opposant Sonko qui a duré pas mal de temps. Je salue le travail de l'avocat Juan Branco qui a su tenir tête malgré les tentatives de corruption. Et qui, sur les réseaux sociaux, qui a relayé cela, oui. Exactement, qui a relayé l'affaire et qui a beaucoup aidé le peuple sénégalais à s'autodéfinir démocratiquement. Donc je me réjouis de voir un président panafricaniste élu en Afrique. Je lui souhaite, lui et à Sonko, un bon courage. Et je pense que le peuple sénégalais va avoir des belles années à venir. Et par rapport aux relations de ce pays avec la France, qu'est-ce que vous espérez dans cette nouvelle ère qui s'ouvre, Julien ? Écoutez, j'espère qu'on parviendra à maintenir une bonne relation avec le Sénégal. Le président a été élu démocratiquement, donc à partir de là, c'est le rôle de l'État français, de nos diplomates, d'entretenir de bonnes relations. On a nous-mêmes une diaspora sénégalaise importante en France, donc je pense qu'on peut maintenir des très bonnes relations avec le Sénégal. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc moi j'espère que notre partenariat avec le Sénégal restera vivifiant, parce que je pense que c'est le cas aujourd'hui. Donc je souhaite une bonne coopération entre nos deux pays et j'espère que notre diplomatie parviendra à faire en sorte que, aussi bien d'un point de vue culturel, politique, voire même militaire, nous parvenions à nous entendre et à avoir des intérêts communs. Ali, sur cette élan vis-à-vis de la France, vraiment cette vision. Oui, peu de choses à rajouter, hormis le fait que la France doit aussi prendre ses responsabilités face aux pays africains, face à des années d'ingérence. Peut-être pas spécifiquement le Sénégal récemment, mais vis-à-vis d'autres pays. Il y a aussi des collaborateurs commerciaux du Sénégal. Il ne faut pas les oublier. Si on veut en être un, il faut être à la mesure des attentes du peuple sénégalais et collaborer, oui, avec respect et dignité avec le peuple sénégalais, et notamment le nouveau gouvernement qui a donc, d'après ce que j'ai compris, des ambitions panafricanistes, donc d'autodéfinition des peuples africains. Il faut aussi le respecter et savoir faire un pas en arrière quand il le faut de manière responsable. Moi, j'espère aussi que le Sénégal, avec ce nouveau président, parviendra à continuer son développement, que les élites sénégalaises puissent rester au Sénégal. Après tout, vous savez, on est souvent critique vis-à-vis de l'immigration en France, qui est souvent très importante, mais en réalité, c'est aussi une bonne chose que ces pays africains puissent se développer, garder leurs élites, et qu'elles restent dans leur pays pour participer au développement du pays. Donc moi, encore une fois, je me réjouis de cette élection démocratique qui a été réalisée dès le premier tour à plus de 50%. Et nous espérons que le président réussira à avoir de beaux projets pour son pays et à continuer le développement du Sénégal. Avec l'idée de paix au cœur de cette nouvelle ère qui s'ouvre. Deuxième actu. Oui, Ali, non ? Non, je suis d'accord. Deuxième actu ce soir. Une actu étudiante, une actu liée à des professeurs qui exercent leur droit de retrait au lycée de Coulommiers en Seine-et-Marne, suite à de multiples dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le tout dans un climat de violence entre les élèves et envers les professeurs. C'est une information que tu avais relayée sur tes réseaux sociaux très récemment. Comment endiguer, on peut évidemment parler de Coulommiers, mais de manière plus générale, comment endiguer ce phénomène qui tend à se généraliser désormais aux villes moyennes ? Coulommiers, bon, c'est pas la première ville qui nous viendra à l'esprit pour évoquer ces cas-là. Peut-être Ali pour commencer, pour équilibrer le... Je pense que d'abord, il faut voir de quel phénomène on parle. Évidemment, il y a, donc, si le droit de retrait des professeurs a été appliqué, c'est qu'il y a eu des raisons. La loi dit qu'un droit de retrait est légitime à partir du moment où la sécurité ou la vie d'un personnel est mise en jeu, ou la santé. Il faut voir d'abord dans quelle mesure la santé de ces professeurs et des élèves qui interviennent dans cette école est mise en danger. Ce sont des lycées et des écoles, de manière générale, qui sont soumis à des problèmes de désert de l'État. Donc l'État, évidemment, a une grande responsabilité dans le fait qu'on se retrouve aujourd'hui, par exemple, que ce soit en Seine-et-Marne,
dans le Val d'Oise, dans le 93, on le voit aussi avec le blocus du lycée Saint... pardon, j'ai oublié le nom, mais du lycée du 93, on voit donc qu'il y a des... J'ai vu passer sur les réseaux sociaux aussi. Et parce que je pense qu'il y a une voix des étudiants qui est portée, des étudiants, des lycéens, des lycéennes, des collégiens, des collégiennes, qui en fait en ont marre des conditions d'études qui leur sont proposées, des états de délabrement des locaux. Tout ça, ça nourrit un climat d'inconfort qui lui-même va engendrer de la frustration, que ce soit du côté personnel et étudiant, et de manière humaine, ça engendre des problèmes de sécurité qui sont issus à la racine de ce problème-là, de manque de financement, de l'État qui abandonne complètement ses banlieues et ses endroits. Julien, pour répondre... Après, dans le cadre spécifique de Coulommiers, il faut avoir conscience que c'est l'impunité de la direction de l'établissement qui crée de l'insécurité. C'est-à-dire que des élèves entrent illégalement dans l'établissement, qui est extrêmement mal protégé. C'est un très grand établissement, donc je pense qu'il y a des moyens à mettre en place pour sécuriser les abords de l'établissement. Il n'y a pas de fatalité, vous savez. Moi, je pense que si la direction de l'établissement est beaucoup plus ferme et sanctionne des élèves qui s'en prennent physiquement à d'autres élèves ou à des professeurs, on peut rétablir en ordre. Il faut savoir que moi-même, j'ai été surveillant dans cet établissement il y a quelques années. La direction était beaucoup plus ferme. Aujourd'hui, ce qui est reproché essentiellement, c'est le laxisme, le pas de vague de la direction qui ne veut pas punir les élèves. Je pense qu'il faut punir, il y a une vertu pédagogique, c'est ce qu'attendent les autres parents d'élèves, c'est ce qu'attendent les élèves eux-mêmes, le personnel de la vie scolaire, c'est extrêmement important, sinon on n'y arrivera pas. Après, effectivement, il y a un problème d'investissement dans les établissements. À Coulommiers, il faut voir l'état d'insalubrité du lycée, vous pouvez aller sur TikTok, sur Internet, vous verrez, le lycée est absolument pourri. Il a été abandonné par la gauche qui dirigeait la région pendant des années. La droite, c'est la même chose aujourd'hui. Valérie Pécresse est venue pendant la campagne présidentielle se montrer sur l'établissement, mais rien n'a été fait. Il faut mettre des moyens et il faut punir, sanctionner durement les élèves pour rétablir l'ordre. Et de manière générale, pour répondre à votre question, oui, au niveau national, je pense qu'il faut que le ministère de l'Éducation prenne des directives extrêmement fermes, soutienne les directions pour sanctionner les élèves dès qu'ils sont violents. Voilà, il n'y a pas à laisser des élèves violents se battre dans l'établissement ou s'en prendre à du personnel de l'Éducation nationale. C'est inacceptable. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité, c'est encore une fois une question de volonté politique, effectivement des moyens aussi, mais de la volonté politique. Et il faut savoir que le harcèlement, la violence, c'est puni par le code pénal, et bien il faut punir. Voilà, c'est tout. Ali, une réaction En fait, moi ça me désole qu'on parle de punition comme solution directe. Je pense qu'il y a aussi une graduation à avoir là par exemple dans le cas particulier de Coulommiers, on parle d'une élève qui s'est introduite dans le bâtiment, qui n'a présenté aucun danger pour les professeurs et les élèves. Évidemment, l'acte est répréhensible, mais encore une fois, il y a des mesures et une graduation à faire dans la punition aussi. Je pense que un chef d'établissement on ne doit pas avoir tout le devoir de punir face à des dérives de personnes isolées. Souvent, par exemple, cette lycéenne, de ce que je sais, n'était pas élève dans l'établissement. Donc, si le chef d'établissement et la direction est abandonné dans un premier temps de manière et livré à elle-même, par exemple, pour gérer ce genre de dossier, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'ingérence et que les professeurs se protègent en prenant leur droit de retrait. Dans ce cas précis, la presse malheureusement a été incomplète. Vous parlez d'une intrusion qui a eu lieu la semaine dernière. Effectivement, il s'agissait d'une élève extérieure qui, d'après les surveillants, est quand même venue s'en prendre à une autre élève. Mais il faut avoir conscience qu'il y a des bagarres régulières devant l'établissement depuis plusieurs mois. C'était l'objet de ma vidéo que vous avez évoqué tout à l'heure sur le lycée de Coulommiers, qui a d'ailleurs eu un beau succès, justement parce que les élèves ont conscience de cette insécurité, les parents ont conscience de cette insécurité. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien me disant qu'effectivement il y a une omerta. Donc je pense que effectivement la presse doit se saisir du sujet, et moi j'en appelle sur le cas de Coulommiers aux élus locaux, à la mairie qui reste silencieuse, à la députée locale de prendre la parole, de s'intéresser à ce sujet parce que c'est important. Encore une fois, on a le droit en tant qu'élève d'étudier dans un cadre serein sans se faire agresser ou sans être dans la crainte d'être agressé. Voilà, c'est tout. Mais il y a une différence quand même. Toi,
Je pense qu'il y a une vision commune sur l'abandon peut-être des pouvoirs publics, c'est-à-dire que je pense que vous avez la même vision là-dessus, c'est-à-dire que les pouvoirs publics laissent un petit peu à l'abandon ce genre d'établissement. Mais par contre, sur la réponse, il y a quand même des moyens qui sont mis dans les établissements, mais encore une fois, il faut un soutien du ministère de l'Éducation et sanctionner les élèves, c'est-à-dire il faut soutenir les directions et les proviseurs. Mais toi, tu es plus dans la sanction. Il n'y a pas que la sanction. Effectivement, il faut mettre des moyens pour, comme je vous l'ai dit, faire en sorte que des lycées qui sont dans des états déplorables puissent être restaurés, mais ça ne fait pas tout. Vous pouvez avoir de très beaux établissements, on l'a vu dans certaines banlieues, où on a injecté des milliards d'euros, les banlieues sont dans un bel état, mais est-ce que la sécurité derrière est assurée? Pas forcément, ça ne veut pas dire on ne résout pas les problèmes d'insécurité en mettant juste de l'argent. Donc je pense qu'il y a plusieurs aspects à cela. Pour moi, il faut de l'éducation. Pour avoir de l'éducation, il faut avoir un cadre et un milieu de vie où les élèves puissent s'épanouir, les professeurs puissent s'épanouir. Je dis pas le contraire. Effectivement, mais quand vous me dites des milliards d'euros ont été investis dans les banlieues, c'est faux. C'est factuel. 100 milliards d'euros en plusieurs décennies. Quand on voit nos ruralités à l'abandon, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Un lycée ou un collège de banlieue qui est aujourd'hui dans un état de fonctionnement irréprochable. C'est-à-dire, quand je dis irréprochable, au niveau des lycées parisiens ou des lycées publics d'autres villes. Moi, je pense ça n'existe pas. Effectivement, il y a eu des problèmes de la région. D'ailleurs, je rappelle que en Ile-de-France, en l'occurrence, la région a été dirigée par la gauche jusqu'en 2014, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à assez récemment. 2015, donc, oui. 2015. Donc, je pense qu'aussi, il y a une part de responsabilité de la gauche plurielle, parce que la région était aussi à la main des communistes, des écolos, des socialistes, dont vous êtes plus ou moins sympathisant malgré tout, donc du coup il faut se sentir un peu responsable de cela. Non, mes étiquettes sont qu'elles sont, et moi je défends d'abord les droits étudiants, d'abord les droits des jeunes dans ce pays, et s'il y a une mesure à prendre aujourd'hui pour endiguer ce problème enfin je vais pas utiliser le mot parce que franchement ça serait fort, d'insécurité, mais franchement ça me fait mal à la lèvre, mais le problème vraiment, et c'est là où en fait on se rejoint pas, c'est que pour moi la racine de ce problème de manque de problème d'ingérence au niveau de ces écoles et de ces établissements est issu de l'abandon de l'État, qui est orchestré depuis, et là on remonte sur 20 ans, 30 ans, par des politiques de droite qui sont néolibérales, qui sont excluantes, qui ont réuni les populations étrangères immigrées. Je peux parler des populations, que ce soit maghrébines, africaines, qui sont arrivées en France de manière souvent légale, après les guerres, qui sont arrivées en France et qui ont été mis dans des tours d'immeubles, qui ont été mis les uns sur les autres de manière inhumaine souvent, et utilisés pour des travaux qui sont à la limite de la maltraitance. Pensez à quoi comme travaux? Je parle du BTP, je parle des centaines Aujourd'hui, vous avez des milliers de gens qui travaillent dans le BTP. Je pense pas que on peut dire qu'ils sont tous maltraités, même si je suis conscient, ça a des grosses difficultés. Il y a des enjeux sur la retraite notamment, etc. Mais moi, je pense que les immigrés qui ont été accueillis en France ont été quand même plutôt bien accueillis. On n'est pas dans un régime où aux États-Unis il y a eu une ségrégation, tout ça, ça n'a pas existé en France. Et je pense à mon grand-père qui a été menuisier sur Marseille. Ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés, mais malheureusement, ça a été le cas dans beaucoup de familles aussi françaises populaires, dans la ruralité, qui ont été abandonnées. Et il faut avoir conscience quand même de l'avantage des banlieues, c'est d'être proche des grandes métropoles, des lieux de richesse, des lieux des emplois, etc. Moi, je pense, si on reparle de Coulmiers, encore une fois, on est à plus de 70 km de Paris. Si les gens ne vont pas travailler sur Paris, ils n'ont pas d'emploi. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a un banlieue, quand vous êtes étudiant, effectivement, vous avez des établissements dans des états déplorables aussi, mais vous pouvez accéder à l'université beaucoup plus facilement parce qu'elles sont sur Paris ou en banlieue, etc. Donc il y a aussi des avantages. Mais je suis d'accord avec vous, il y a d'autres difficultés liées aux banlieues. Les difficultés, c'est pas juste des difficultés aujourd'hui, c'est des murs. Aujourd'hui, quand on est issu des banlieues, quand on a dans son nom, prénom des origines étrangères, et que même on est issu d'un lycée moins bien classé au niveau national. Et vous croyez que dans la ruralité, les lycées sont bien classés? On a des barrières, mais je ne parle pas de ça. Moi, là, on parle d'un lycée qui est celui de Coulommiers. Je pense que si on regarde les statistiques, dans les 20 dernières années,
il doit y avoir 4-5 élèves qui ont accédé aux grandes écoles françaises, qui ont accédé, je ne sais pas, aux grandes prépas françaises. Mais c'est pas un lycée forcément de banlieue, justement, Coulommiers. On parle presque de la ruralité, donc ça montre bien. C'est de la ruralité, oui. C'est la ruralité, 15 000 habitants, c'est que de la campagne autour, donc je pense que vous voyez bien que les difficultés ne sont pas juste en banlieue. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire aussi pour les banlieues, mais je pense que ces sujets d'insécurité sont malheureusement de plus en plus répandus dans tous les établissements, et je pense que c'est pas une fatalité. Encore une fois, on peut changer les choses. Parfois, j'entends on ne peut rien faire, c'est faux. Je pense qu'il y a des choses à faire, et malheureusement, on peut le regretter, mais la sanction est la première chose à faire. Je suis désolé, quand on s'en prend physiquement en individu, il faut être sanctionné, c'est normal. Et quand on s'en prend physiquement. Oui, dernier mot peut-être, Ali. Et c'est important, quand on s'en prend physiquement. Pas quand... il y a toujours, moi, la graduation, et pour moi, la punition n'est pas la solution. La pédagogie est la solution. Malheureusement, on s'en prend souvent physiquement, et c'est le cas, encore une fois, à Coulommiers. J'ai même un cas l'année dernière dans un personnel de la vie scolaire qui a été étranglé par un élève. Cette personne a été juste exclue de l'internat, mais était toujours membre du lycée. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne pense pas. Voilà. J'espère que vous réagissez dans le live à ces débats de fort bonne aloi, si je puis dire, et continuez à réagir sur le Qu'est-ce Cookie qui arrive tout de suite, avec donc cette actu, messieurs, à deviner à travers des petits indices que je distille comme ça, par-ci, par-là, et donc un premier mot que je vais citer, animateur. C'est très vague, mais on parle pas de moi. Je me désolidarise de cela. Peut-être que vous faites référence à la commission d'enquête qui a lieu à l'Assemblée nationale. Ce qui est fou, c'est que depuis un bon mois, je dis un seul indice et la personne tape dans le mille. Donc là, écoutez, bravo. Tu es au courant de cette actu ? Enfin, c'est pas la première chose que j'allais dire, mais effectivement, maintenant qu'il le dit, ça fait sens. C'est par rapport effectivement à la commission d'enquête. Je pense que c'est une histoire dont on reparlera. On en a parlé avec l'équipe tout à l'heure et on en reparlera dans les prochaines semaines. Mais c'est une actu chaude et donc il faut aussi en parler car Quentin Bataillon, député Renaissance, qui a présidé la commission parlementaire, qui a reçu Yann Barthès il y a quelques jours seulement, a été reçu chez le concurrent de Yann Barthès, Cyril Hanouna, sur C8 hier soir. Et il s'est laissé aller à quelques confidences sur cette commission par rapport à Yann Barthès. Et donc, ça a jeté un trouble dans la majorité présidentielle et à gauche de la majorité présidentielle. On va se concentrer sur les propos de la majorité présidentielle, notamment Yael Braun-Pivet, qui, dans un communiqué, a déclaré que tant que les conclusions d'une commission d'enquête ne sont pas rendues publiques, son président comme son rapporteur et ses membres doivent faire preuve de réserve et de discernement dans leur prise de position et leur expression publique afin de garantir la sérénité des travaux et la crédibilité des investigations. Je referme la parenthèse. Que pensez-vous de cette polémique qui commence à naître et qui, à mon avis, va faire de plus en plus de bruit dans les prochains jours? Julien. Bon, c'est peut-être maladroit de la part de Quentin Bataillon d'aller... Toi, tu penses qu'il y a une maladresse? Honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas à en faire une polémique incroyable, surtout quand on voit en face le rapporteur de cette commission. Vous avez le président et vous avez le rapporteur Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise, qui est dans une logique d'agressivité permanente dans le cadre de la commission d'enquête. On a l'impression que c'est l'inquisition. Non, donc ça s'appelle la conflictualité. La stratégie, je pense qu'il y a une manière de le faire aussi, mais je pense que entre le président de la commission d'enquête et le rapporteur, je ne verrai pas une polémique énorme d'aller sur le plateau de TPMT. Encore une fois, la commission d'enquête porte sur les attributions de fréquences TNT, donc on n'est pas forcément dans un conflit d'intérêts direct avec l'émission de Yann Barthès. Bon, c'est vrai que peut-être une maladresse de sa part, puisque la commission d'enquête, si je ne m'abuse, n'est pas encore tout à fait terminée. Le rapport n'est pas sorti, donc je pense qu'elle a plutôt raison de le rappeler à l'ordre. Mais bon, j'en ferai pas une polémique non plus extraordinaire sur ce point. Aurélien Saint-Toul, que tu as cité à l'instant, a lui-même réagi il y a quelques heures. Je le cite, il s'est étonné que Quentin Bataillon se soit complaisamment prêté à une manœuvre de dénigrement d'une autre personne auditionnée par la commission d'enquête. Ce fait est inédit et constitue une faute. Je referme la parenthèse. Ali, ta vision sur ce sujet d'actualité? Pour moi, c'est pour moi, les médias en fait aujourd'hui en France sont centrés de manière à ne pas créer du débat, mais à créer de la polémique citoyenne qui, derrière, alimente
des problèmes de société, comme et c'est instrumentalisé, et je pense que des grandes figures comme des milliardaires comme Bolloré ont leur part à jouer dans ça, et c'est le sujet de la commission d'enquête, si je ne m'abuse. Et oui, parce que ils entretiennent une forme de situation où l'extrême droite a une place dans la société, dans le débat public, de manière abusément violente. Enfin, elle tient des propos tout le temps. Alors, je te laisse répondre, Julien, sur ce moi, j'inclus dans l'extrême droite votre parti, j'inclus dans l'extrême droite tous les partis zémouristes et lepénistes. Il y a une réaction par rapport aux propos qui viennent de dire. Je peux finir parce qu'il y a une logique. Bien sûr, vas-y, dans la logique, bien sûr. Dans la logique. Donc, pour moi, le fait que vous me rappelez le nom du monsieur qui a été invité à la TPMP ? Quentin Bataillon. Bataillon, pour pas me tromper. Donc monsieur Bataillon a été invité à la TPMP, et la logique est ce qu'elle est. C'était pour créer de la polémique, pour créer un problème d'ingérence démocratique, pour essayer de titiller le terrain de manière à libérer des infos, à créer de la divergence directe entre un député et un député qui a un rôle de rapporteur sur ce coup-là, et qui n'est plus député. Enfin, il est député, mais dans sa forme, dans ce cas-là, il agit en tant que rapporteur. Comment expliquez-vous que le Rassemblement national n'est pas invité aux émissions de Yann Barthès ? Dans ce cas-là, c'est aussi tout à fait choquant selon vous, j'imagine. Si vous êtes choqué de voir Quentin Bataillon être présent sur un plateau de TPMP, est-ce que de la même manière, vous trouvez ça un peu surprenant ou bizarre de voir certaines chaînes boycotter volontairement des partis politiques ? Je veux bien voir une fois Bardella ne pas apparaître à TPMP. Je pensais plutôt à l'émission de Yann Barthès qui s'appelle comment Quotidien, voilà, excusez-moi. Écoute, j'ai jamais vu non plus d'autres personnalités politiques de gauche à part. Alors, Yann Barthès, dans son argumentaire... pourtant, ils vont sur Quotidien, les personnalités de gauche. Ils vont aussi chez TPMP. Quotidien, dans son argumentaire, par rapport au fait qu'il ne souhaite pas inviter des personnalités d'extrême droite, a déclaré par l'intermédiaire de Julien Belvert, qui est un de ses chroniqueurs, que TMC fait partie du groupe TF1, qui est un groupe privé, et donc qu'ils ont la liberté, on va dire, de choix qui ne s'impose pas au service public. France Télévisions, par exemple. Comment contextualiser un petit peu le harcèlement que subit une chaîne comme CNews, qui est dans la même logique privée, c'est-à-dire, et contrairement à l'émission de Quotidien, CNews invite tout le monde. Ils invitent tout le monde, sauf que certaines personnalités de gauche ne veulent pas venir. C'est la différence, alors que Quotidien n'invite pas certaines personnalités en raison de leur opinion politique. Moi, c'est de la discrimination, et vous savez, au Rassemblement national, on se bat contre les discriminations, donc c'est tout à fait logique de les condamner. C'est pas vrai. Il faut poser les mots de manière juste, et c'est pas du tout de la discrimination. Ne pas inviter quelqu'un en fonction de ses opinions politiques, c'est de la discrimination. C'est pas de la discrimination. Ça s'appelle une stratégie médiatique, et celle de CNews. Stratégie médiatique qui appelle à la monopensée un petit peu. Celle de CNews et de BFM, qui sont quand même les deux plus grandes chaînes d'infos en continu en France, est clairement orientée vers le débat. Vers les opinions d'extrême droite, on le voit tous les jours. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Madame Le Pen l'a dit elle-même. Elle a dit CNews est une chaîne d'extrême droite. Je ne pense pas qu'elle ait dit ça. Elle a dit mot pour mot. Je peux vous sortir les propos ensuite. Elle a dit mot pour mot. Même, je vais le faire de manière assez. Donc là, tu sors ton téléphone. Exactement. C'est une grande première dans l'histoire de Tribun. Exactement. Un gars qui sort son téléphone comme ça, mais je t'en prie. Julien, vas-y, réponds. Je préfère je vais parler de mémoire. Pour citer ta source de manière. Je vais parler de mémoire, c'est plus simple. Marine Le Pen a dit aujourd'hui dans CNews, en parlant pendant la commission d'enquête, et c'est Aurélien Saint-Toul qui a rapporté ça, dans un article de l'Opinion du 16 au 17 février 2023, elle dit très clairement, la chaîne CNews ne correspond pas aujourd'hui aux critères de pluralité politique. Et elle a dit mot pour mot, vous pourrez le vérifier derrière. Ça me surprend en tout cas, mais moi c'est une source qui vient de l'Opinion.
du journal D'accord. L'Opinion. Et Chers viewers, vous pouvez vérifier par vous-même. Ce que je pense pour CNews, c'est que je peux vous il y a une certaine pluralité d'opinions. Encore une fois, des personnalités de LFI refusent d'aller chez CNews. Ils sont invités. Tout le monde est invité chez CNews. Je trouve que c'est dommage de faire de la polémique ensuite sur ça. Et encore une fois, au-delà qu'il soit une chaîne privée, je pense que CNews invite tout le monde. Donc après que les personnalités de la gauche ne veulent pas y aller, et tu penses que d'autres chaînes d'infos filtrent BFM, LCI, France Info? Je pense que ils ont des règles à respecter malgré tout, en termes, surtout en période de campagne électorale. Il doit y avoir des partis différents à être invités. Donc moi, je pense que après, c'est le rôle de l'Arcom. On peut débattre de l'Arcom un peu sur leur manière de faire. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que... je voulais revenir sur votre syndicat étudiant, l'Union étudiante, qui, à Fontainebleau, on parlait de discrimination, a bloqué l'entrée d'un élève, enfin du moins un membre de votre syndicat avec d'autres personnalités sympathisantes, en élève en fonction de ses opinions politiques. Il était responsable jeune Rassemblement National sur le secteur de Fontainebleau. Il y a eu un blocage de l'école après la loi immigration et la seule personne qui a été bloquée, c'était ce jeune. Pourquoi ? Parce que ses opinions politiques. C'est ça en fait ce que vous défendez, ce que vous représentez. Il faut en avoir conscience. Vous parlez de stratégie, mais c'est une stratégie qui mène à quoi ? À l'exclusion, à la discrimination. Il n'y a aucun problème, on peut parler de ce sujet puisque vous avez également une responsabilité dans ce sujet-là, puisque les camarades dont vous parlez, ce sont donc des connaissances, effectivement. Je sais exactement de qui vous parlez. Je ne vais pas citer de prénom parce que par respect. Mais effectivement, cette personne a donc... et là, j'ai le droit, puisque j'ai l'aval, Camille Carlin, qui est une personnalité, donc une militante de l'Union étudiante et de la France Insoumise, a été agressée par un jet de poubelle et de chaise, a eu 12 jours d'ITT. Et vous, derrière, vous avez, sur Twitter, fait de l'affichage public et de la délation en affichant son image de manière publique en disant voilà, cette personne a bloqué cette personne. C'est extrêmement grave de mentir. Ah non, je ne mens pas. Vous avez un jeune qui a été agressé par vous, qui n'était même pas du Rassemblement National de Jeunesse. Vous avez tapé en étudiant qui a été lui-même en ITT. Vous avez réagi plusieurs jours plus tard. Vous avez ensuite fait une plainte contre X. On ne sait pas contre qui. La plainte de votre ami a été faite contre X, alors que la plainte de ce jeune, qui n'est même pas au Rassemblement National, a été faite contre un jeune de l'Union syndicale étudiante. La personne qui a agressé la personne dont vous parlez n'était pas membre de mentir. C'est faux. J'ai vu des partis politiques faire des communiqués de presse, des députés relayer des mensonges. Donc, non, mais encore une fois, on va franchement, parler de choses dont vous avez moi je pense que discriminer des gens en fonction de les opinions politiques, et en plus d'être violent, c'est inacceptable. Encore une fois, moi je condamne les violences. Un barrage filtrant pour une personne parce que ses opinions politiques sont différentes des vôtres. Personne n'avait le droit de rentrer dans l'école. La seule personne qui est pas allée en cours, c'est ce jeune en question. Non, c'est faux. Donc encore une fois, c'est la Constitution, c'est respecter la liberté d'expression, respecter les autres. Mais vous y étiez ou pas ? Excusez-moi, je connais des gens qui y étaient et qui m'ont raconté. Vous y étiez pas non plus. Donc dans ce cas-là, voilà. Vous me reprochez pas de ne pas avoir été présent. Je vous reproche pas, mais je vous reproche le fait que vous n'assumiez pas, le fait que vous n'étiez pas là. Soutien à tous les jeunes qui sont agressés par des miliciens d'extrême gauche régulièrement, et je pense que c'est malheureusement trop fréquent. Non mais il faut le regretter. Voilà, il faut le regretter. Excusez-moi, quand même. Dernier mot, on va faire un petit break. On en reparlera tout à l'heure. Doit-on donner la parole à tout le monde dans les médias ? Ça rentre aussi dans cette prérogative-là. Il n'y a pas de problème. On en reparle tout à l'heure. On fait un petit break. Justement, c'est un petit teasing si je puis dire. Mais en tout cas, merci de ce débat, messieurs. C'est houleux, c'est haletant, mais au moins il y a de la. Non mais j'aimerais bien après quand même parler de ce sujet. Bien sûr, mais tu auras le droit de réponse. Il y a quand même une responsabilité assez forte. Moi, j'ai pas agi médiatiquement sur le sujet, mais quand même, faire de la délation et de l'affichage public, c'est extrêmement grave. Communiquer sur un blocage pour dénoncer les discriminations, je trouve ça plutôt légitime de ma part. Moi, j'ai signé un droit à l'image avant de participer à l'émission. Camille Carlin n'a pas signé un droit à l'image quand vous l'avez affiché sur la scène publique avec une élue. Non, excusez-moi. C'est informer les gens sur ce qu'il se passe, c'est important. D'Artagnan, top générique, top jingle pour la chronique de Flavien. On va faire baisser la température avec Flavien. Bonsoir Flavien. Ah bah ça c'est selon tes aises. Bien, bonsoir, je m'engage à tout à l'heure reprendre pour apporter les droits de... Flavien, bien oui, bonsoir tout le monde, bienvenue Ali, bienvenue... Trop de mémoire. Julien. Merci. T'as tellement été déstabilisé là, je te sens tout... je tout rouge, ouais. Bon bref, à toi. Bienvenue. Donc oui, cette chronique, en bref, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc c'est un quiz.
Plusieurs types de questions, vrai ou faux, le chiffre le plus proche. Chacun donne un élément de réponse. Et à la fin, on fait les comptes. Le vainqueur gagnera toute l'estime, comme chaque semaine, de toute l'équipe de Tribun. Voilà, qui vaut évidemment beaucoup. Ah oui. Mais vous n'êtes pas les seuls à jouer. Les téléspectateurs, vous aussi, vous pouvez jouer. Ce sera Théo, en tout cas la régie, qui s'occupera de noter les scores, de voir ceux qui sont bien impliqués. Et pareil, le vainqueur gagnera cette fois-ci un titre, un statut, le Viewer d'or, qui ne sert strictement à rien, absolument rien, comme chaque semaine. Est-ce que les consignes Toujours sont les bonnes? mêmes poncifs, c'est Oui. marrant, mais c'est bien. Mais ça, maintenant, ça se ça fait répète. rappeler ouais. aux viewers que Ouais, tu faut t'installes participer, dans faut cette participer. émission aussi. Oui, oui. Mais oui, mais oui. Messieurs, est-ce que vous avez compris les règles? Oui. C'est prêt pour vous? Limpide. Alors, première série de questions, pour voir si vous connaissez un peu l'actualité, le sujet, etc. etc. En quelle année le Rassemblement national et ou le Front national a-t-il été créé? En 73. Hein. 73 pour Julien. Aucune idée. Aucune idée. Non, Bah, c'est tu pas- peux- non, c'est pas 72. 72. Aucune idée, je sais juste que ça a été 72, créé par des c'est 72, militants, miliciens d'extrême droite et des personnes C'est qui ont ça. participé à des. Et des résistants, Ah soyez-en non, fiers. non, Vous savez, j'étais excusez-moi. mémorial Charles de Gaulle. Alors, je voulais pas faire de débat avec des à questions. Colombier des églises. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est pas comment Monsieur Jean-Marie sortir. Le Pen Je sais pas. a commis des actes de torture en Algérie, tout le monde le sait. Allez, Vous du avez coup, René quelle Bousquet, date effectivement, Voilà, il y a toujours les mêmes pas noms, de etc. problème. Loïc, aide-moi. Flavien. Donc, une date quand même. J'ai Faut essayer. aucune, idée. 73 ou 74. allez, 74. 72, je Pour crois. mes notes, 60. j'ai été super chaud, j'ai noté 1792. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais oui, c'était bien ça, c'était 1972. Bien joué, Julien, un point. En quelle année l'université Paris-Saclay, dans ton campus, l'année donc de. Alors, pardon, oui, en quelle année l'université Paris-Saclay a-t-il été créée? J'entends par là quand le campus Paris-Saclay a été déclaré comme université. La Ali, c'est. Comme quand le campus ou C'est à la maison. Quand le campus Paris-Saclay, Ouais. ça a été créé, ça. Et ensuite, il est devenu une université. Exactement. C'est récent. C'est assez récent, ouais. De mémoire, le nom Paris-Saclay a apparu en 2015. 2015 pour monsieur. 2017. 2017, le plus proche, tu l'emportes, c'était 2014. Ah oui. La rentrée 2015. Oui, la rentrée Bien 2015, joué. mais bon, pardon, je vous l'accorde. Bah, non, c'est moi, je vous T'es arrivé l'accorde. quand à Paris-Saclay? Ah, moi je suis arrivé l'année dernière. D'accord. Ok. L'année dernière. Bon, un point partout. Jusqu'ici, on est bon. En quelle année et en quel mois fut créé officiellement les tribuns? Est-ce que vous êtes renseigné? Ah, moi, L'année je sais, dernière, Est-ce que vos partis politiques respectifs ou vos Voilà. universités, d'accord? Nous, on mais est- dans les ici, c'est histoires, tribun, hein. ici, hein. Ici, c'est tribun. Septembre 2023. J'ai dit l'année dernière, effectivement. Pour la rentrée, vous avez dit tout à l'heure que c'était Ok. la 13e émission. Ah, tu Même suis- Je vous le donne- 23, je crois. Oula, alors là, la date, même moi, je l'ai pas. On a le jour précisément, Loïc? 23 septembre ou 24 septembre 2023. Désolé, je vais lui donner le point là. 21. Ah, je vais pas lui 21. donner On le m'a- on point. m'a dit Merci Couteau 23. Suisse. En off, on m'a dit 23. Qui a dit 23 off? Monsieur On a dit 23. le boss, comme vous l'appelez. Le boss. Effectivement, monsieur le boss. Bon, vous savez quoi, on va oui, donner le c'est point. ça. Vous avez dit rentrée, septembre 2020. Il est bon votre fils Stéphanie, il est bon, hein. Il est très bon. On vous donne le. On vous donne le point, vous deux. Deux partout. Quatrième Pourquoi question. Au moment où les travaux reprennent, nous devrons capitaliser sur un an de travail pour aller chercher des accords dans l'arc républicain. Les extrêmes représentent un tiers des députés, donc on ne peut pas les exclure. Qui a prononcé ces mots? Est-ce que c'est Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Zemmour ou Gabriel Attal? J'aurais bien vu Braun-Pivet, vous parlez de reprendre nos travaux, donc c'est peut-être la présidente de l'Assemblée nationale qui dit ça? Je sais pas. Hmm. Ali? Moi, je miserais sur un Gabriel Attal. Messieurs, vous avez tous les deux faux. Ah bon? C'était Elisabeth Borne. Ah, j'allais le dire. Ah là 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 là, personne prend les devants, toujours de deux. Qu'on salue Hmm, accessoirement. Non mais Si elle passe par là. si elle nous regarde, voilà, en bonjour. un signe de la main. Voilà. C'est beaucoup de. Cinquième question. Donc on parlait de la commission d'enquête voilà, sur Quotidien. Mais quelle était la société de production qui a été aussi auditionnée? Donc celle de Quotidien. Est-ce que c'était Gumiban, Bongumi, Bigourdin ou Belvédère? Belvédère. Belvédère. Bangoumi, vous avez dit quoi le deuxième que vous avez dit? Bangoumi. J'aurais dit Pardon. Bangoumi, je sais. Julien prend la tête, c'était Bangoumi, 3-2, vrai oulala. Oui, Belvédère, c'est moi je pensais à la vodka quand j'ai fait les questions. Mais du coup, je pensais que Mais il y a l'un des chroniqueurs Julien qui a assisté, Belvert, Julien ça. Belvert, qui Ouais. a assisté. Mais non. Ah, oui, donc no c'était way. pas loin, t'aurais pu jouer là-dessus. Ouais, j'ai fait- C'est c'était- peut-être ça qui a. Ouais, non, c'est ça, Qui a c'était sur joué. ça carrément, c'était sur ça. Le gars Ah est oui. fou, quoi. Le gars est. Wow. Prochaine question, on va vous mettre à haut-parleur
des voix et vous allez tenter de les reconnaître. Oh, c'est le retour des voix. Oui, c'est le retour des voix. Parce Oui, que la oui, semaine oui. dernière, on les avait pas eues. Oui, Et cette malheureusement. semaine, on les a. Voilà, Ok. donc 3 voix. Alors j'hésite à faire celui qui donne la réponse le plus rapidement ou alors comme on va faire ça parce qu'ils sont assez évidents. D'Artagnan, tu souhaites qu'on fasse cela? C'est toi qui Je souhaite décides. qu'on fasse cela, ouais. Ok, d'accord, super Je m'y D'Artagnan. engage. Ok, super. Première voix, je t'en prie, D'Artagnan. Un peu forte. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors déjà, Notamment sur ce terme. j'ai dit sur un autre plateau que je ne répondais plus à Jean-Luc Mélenchon, que ça ne Parce que le m'intéressait terme pas. est fort, la mère. Ces sanctions, en fait, alors, Des sont visages fermés. effectivement en nombre prononcé Des de de façon... suspense. Un peu forte. Qu'est-ce que vous lui répondez? alors déjà, Notamment sur ce terme. j'ai dit sur un autre plateau Peut-être que je élever ne le répondais son, plus à oui, Jean-Luc c'est ce qu'on- Mélenchon, que ça ne Parce que le m'intéressait terme pas. est fort, la mère. Ces sanctions, en fait, alors, sont effectivement en nombre prononcé de façon... Un peu forte. Qu'est-ce que vous lui répondez? alors déjà, Notamment sur ce terme. j'ai dit sur Ne un bousculez autre pas. plateau que je ne répondais plus à Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est une figure politique assez importante de notre pays. Ali, peut-être une. Braun Pivet. Brune Pivet Ah, pour c'est- Ali. Julien. Je crois que c'est Braun Pivet, effectivement. Bon bah je sais pas à qui je donne le point parce que du coup Non, si mais vous vous donnez... pouvez lui Allez, donner. on donne à C'est Ali. vrai que ça serait bien cohérent. joué. Sport, c'est sport. Yael c'est Brune sport. Pivet, bien joué. Non, C'est c'est trois c'est vrai que partout. le fait de le dire, effectivement. Il reste 2 voix messieurs, les 2 dernières questions. 3-3. Et si, bon voilà, et puis après, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. hein. Grande figure de la scène politique. Bah, On le remet s'ils ont pas la réponse. Comme dirait Johnny. Et si vous, Dans et le si, chat, bon voilà, s'il vous et puis plaît. après, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. hein. Non, je sais pas. Président d'un parti politique. et on salue François Hollande. Oh. Peut-être qu'on regarde Fa- aussi ce soir. Fabien Roussel, peut-être Fabien Roussel pour Julien. Je... Tu as la possibilité de prendre la main Non, peut-être. Ali. Quelqu'un qui parle de Playboy. Oui. Playboy, Tu et peux- dans Playboy, il y Alors a là, Play. les 10 dernières et il y secondes, a ça Boy. peut jouer sur ça effectivement. Un- Quelqu'un qui parle de Playboy. Ouais. C'était du ouais, C'était du mais sarcasme. quelqu'un de sarcastique du coup. J'ai pas. Cinq. Je vais dire. Ouais. Dans le chat, Trois, ils l'ont. C'est hein. bien de. Ah Ils oui, l'ont dans le chat. Mais faut pas regarder le chat. Voilà. Bah d'ici on voit rien. j'ai donc pas comme ça. vu le chat. 2. Ah, on a Je vais Gérard dire- Larcher dans Je vais le dire chat. Bardella. Bardella, c'était Édouard Philippe messieurs. Bah oui. Édouard Philippe. Édouard Mais c'est Philippe. bien comme ça parce que là il y a 3-3. La dernière voix, elle est assez compliquée. La dernière voix elle est assez compliquée, je vous l'accorde. Je vais vous donner des indices. C'est parti. 3 partout. Tout se resserre sur Ursula von der Leyen et je ne suis pas le seul à le dire, c'est un peu partout dans la presse des pays européens sauf en France. Je l'ai trouvé en Angleterre, je l'ai trouvé en Allemagne, j'ai trouvé aux États-Unis. Et tout se resserre sur Ursula von der Leyen et Julien qui l'emporte. je suis pas le seul à le Julien dire, qui l'emporte. c'est un peu partout Après dans la j'avoue presse. c'est pas très Oui, sympa de c'est ta une- part parce c'est que une connaissance. c'est un peu Il a cette une voix connexion. particulière quand même, un style particulier, mais, Mais oui, j'avoue que c'est- c'était pas évident. Ouais. Oui, Mais- et puis mais bien j'écoute joué, très Julien. peu Philippot. Julien, pour- félicitations, tu gagnes Mais- en bref, félicitations, tu as toute l'estime des tribuns. Bravo. Ouais, les tribuns, l'estime, ouais, elle vaut beaucoup d'estime. Ali, Bien joué dans le un chat. dernier mot, puisque dans le vif, en fin d'émission, le public votera Oui. pour savoir Il si y a un- qui de Julien, qui d'Ali gagnera le titre de Trimain de la semaine. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, ce n'est pas encore fini. Mais mon cher Loïc, ma chronique n'est pas finie. Eh ben, J'ai voulu alors. innover. Oh. J'ai voulu innover. Eh ben. Je vais. Eh ben, enfin, c'était. j'ai créé une Alors. sorte de Fast and Curious. Je sais pas si vous connaissez un peu le oui. principe. Très rapidement, je vous pose une question. Vous devez répondre par la première ou la deuxième proposition. Ok. Alors, c'est des questions assez claquées, hein, je vous l'accorde, mais c'est ma première. Voilà, j'innove. J'ai même pas de nom pour cette chronique. Pour vous Soyez dire. indulgents. Voilà, chez vous, d'ailleurs, mais bah, oui. dans le chat, si vous voulez bien proposer des idées, voilà, ça fera du bon référencement sur Twitch aussi, c'est bien. Donc, je sais pas si je vous fais ça individuellement ou très rapidement les deux. Je pense qu'on va faire très rapidement les deux. D'abord Julien et ensuite du tac au tac Ok. Ali. Socrate ou Platon? Platon. Socrate. Pas pour... Quotidien ou TPMP? TPMP. J'aime pas les deux, mais on va dire quotidien. Libération ou Mediapart? Mediapart. Mediapart. Gabriel Attal ou Édouard Philippe? Ni l'un ni l'autre, personnellement. Franchement, Bon. je vais répondre pareil. Et enfin, Ah, t'es déçu, hein. Ouais, Non. bah, Non. football ou rugby? Ah. foot. Football aussi. Très bien. Je Foot. m'arrête ici parce que je prends trop de temps. Merci à Oui, tous, puis il y en a un bravo. dans le public, Ah ouais là, il est pas d'accord là. Football rugby là. Après, Non, ouais. j'adore le rugby. Hein. Ah.
Mais très bien. Bon, en tout cas, ça m'a donné Les des foot. idées pour la prochaine fois. Merci, c'était un petit essai. Voilà. France-Afrique du Bon Sud, ça débat. reste là, hein. Merci. Bon débat à vous, bon courage, Aïe, aïe, bonne aïe. continuation. Merci mon cher Flavien. Merci. Et on fait la transition tout de suite avec Déborah. On a un jingle, Théo? D'Artagnan? Oui? Bonsoir Déborah. Bonsoir. Merci de revenir parmi nous ce soir. Et Déborah, c'est un exemple parce que c'était une débattante. Hein. C'était il y a un mois encore, elle était à ta Ouais, place, j'étais là. Ali. Et aujourd'hui, elle est chroniqueuse. Et Comme du quoi, coup, voilà, maintenant, voilà, on accueille tout le monde je me ici. suis incrustée en fait, donc tout est possible. Minute du sage consacrée donc à cette joute qui arrive. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Là, attention. Donc moi, je vais vous introduire donc le sujet de débat de ce soir. Donc c'est peut-on donner la parole à tout le monde dans les médias? Donc on va partir du commencement. Donc c'est depuis 1789 que la plus communément appelée liberté d'expression fut légiférée et aujourd'hui constitutionnalisée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Vous le savez. Donc on pourrait se dire que la réponse à ce débat, elle est évidente de par l'autorisation juridique qui nous est donnée d'être libre de pouvoir tout dire. Pour autant, en France, et heureusement, des limites ont rapidement été établies. En ce sens, se demander si l'on peut donner la parole à tout le monde, c'est intrinsèquement se demander si l'on peut rire de tout. Donc cette question est actuelle, donc de par la montée de l'extrême droite en Europe. Donc en effet, en octobre 2022, Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, remporte les élections législatives et devient première ministre en Italie. On compte également Geert Wilders. Honnêtement, je ne sais pas trop si je prononce ça bien. Donc, c'était le leader du parti d'extrême droite, Parti de la Liberté, et grand vainqueur des élections législatives néerlandaises. Donc, il avait stupéfié les Pays-Bas, rappelez-vous, et a failli devenir Premier ministre de la 4e puissance économique de l'Union européenne. Donc, des exemples, vous l'avez compris, il y en a plein. On peut d'ailleurs citer la France, puisque le Rassemblement national est passé de 5,5 millions à près de 11 millions de votants depuis 2002, soit un chiffre qui a pratiquement doublé en 20 ans. Donc pas des moindres quand même. Un bel espoir pour la France. Hein. Si on veut, on va pas rentrer là-dedans, d'accord? Donc, Je sens un homme un peu dubitatif à ma droite, mais bon. Ouais. pas de débat pendant ma chronique, s'il Oui. vous plaît. Oui, c'est pour ça, par respect, je me tais. Donc très récemment, on en a parlé, donc il y a eu Yann Barthès, donc l'animateur, et des chroniqueurs de l'émission Quotidien, donc que très certainement vous connaissez, ils ont été convoqués à l'Assemblée nationale à cause d'une prétendue absence de pluralisme politique sur le plateau. En effet, le Rassemblement national s'est plaint de ne jamais avoir été invité. Retour en images. Je voulais juste rappeler que malgré tout ça, Quotidien, c'est 0 dérapage, 0 procédure de sanction, 0 amende, 0 mise en demeure de l'Arcom, 0 mise en garde et aucune procédure en diffamation. Merci de m'avoir écouté. Mais la question, doit-on donner la parole à tout le monde, notamment dans les médias, n'a pas attendu la montée de l'extrême droite en Europe pour être posée. C'est un long débat philosophique, aujourd'hui alimenté par l'assurance des réseaux sociaux. Donc on va parler de X, que je préfère encore aujourd'hui appeler Twitter, qui en est le parfait exemple. Une modération quasi inexistante, surtout depuis l'arrivée d'Elon Musk aux commandes, laissant alors place à ce qu'il peut y avoir de pire dans la liberté d'expression, touchant même à l'illégal, mais c'est en frôlant avec l'illicite qu'on saute à pieds joints dans le débat de ce soir. Donc le paradoxe est le suivant. Nous répondons d'une société démocratique, le régime naturel, selon le grand Spinoza, et arguant la liberté de tout en chacun. Donc jusque-là, on est tous d'accord. La seule limite, c'est la loi, nous permettant alors d'écouter des dictateurs, des violeurs, des criminels, tant que des précautions sont prises. Mais encore faut-il s'entendre sur les dites précautions pour ne pas outrepasser la loi. Donc là, on a le directeur général de Télé Bruxelles, Marc de Haan. Alors honnêtement, je prononce ça super mal, je suis désolée. Qui se rallie à l'idée qu'on ne donne pas la parole à des élus d'extrême droite de la même manière qu'à des élus de partis démocratiques. En effet, selon lui, la contradiction ne doit pas pareillement s'opérer, répondant à un principe d'honnêteté intellectuelle. Mais on le voit bien, cela s'appuie sur des appréciations subjectives sur la façon de réguler et de critiquer les arguments de chaque parti. C'est donc un argumentaire qui est au cœur en fait, du métier de journaliste, mais qui reste très subjectif.
Le second versant de ce débat évoque le paradoxe de la tolérance décrit par le philosophe Karl Popper en 1945. Ce dernier expliquait que pour maintenir une société tolérante, il faut que la société soit intolérante à l'intolérance. Et pas au gluten. Bref, poursuivons. Du coup, Karl Popper parle même de considérer comme criminel l'incitation à l'intolérance. Mais ici encore, la ligne est très fine sur ce qui est entendu comme intolérant, comme tolérant de ce qui n'est prétendu pas. En bref, j'aimerais ajouter qu'il est vital de retenir que cela ne doit pas nous empêcher de penser que certains devraient tout simplement fermer leur gueule. Merci à tous. Oh, c'était une chronique engagée. Merci Déborah. Merci, on l'applaudit. Merci Déborah. Merci à nos deux chroniqueurs d'ailleurs de ce soir. Et c'est l'heure de la joute. Alors nous avons un jingle. Merci d'être avec nous et de continuer à être avec nous, je fais la liaison, pardonnez-moi, et continuer à réagir dans le chat. Vos contributions nous servent aussi et on viendra vers vous quelque peu tout à l'heure. Je l'avais promis, droit de réponse d'Ali pour, on va dire, clôturer un petit peu ce débat qu'on a eu tout à l'heure. Je te laisse la parole par rapport au débat que vous avez eu tout à l'heure. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à ajouter Non, j'ai rien à ajouter parce que ça a été dit là. Le cadre légal doit évidemment légiférer le débat public et l'action des acteurs politiques et publics dans notre société. Et encore une fois, la délation et l'affichage public sont illégaux. Vous savez que la violence aussi Il n'y a pas eu de violence. Encore une fois, le militant qui a agressé votre camarade n'était pas un militant. Non, ce n'était pas un militant. L'Union étudiante de Fontainebleau, non, c'est un témoignage beaucoup d'élèves sur place. Il n'a pas cotisé, il n'était pas adhérent, il était dans le blocus parce que c'était un élève. Toujours pas. Il était dans votre mouvance toujours politique, pas, je le connais personnellement et toujours pas. Du coup, vous condamnez complètement ces violences je envers condamne un les étudiant violences, de je l'IEP, condamne voilà. les violences, mais je condamne les violences. Est-ce que vous condamnez la discrimination politique, c'est-à-dire empêcher les étudiants d'étudier? Encore une fois, c'était un barrage filtrant. Je croyais que les syndicats étudiants avaient pour but aussi de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions et non pas de bloquer l'accès des cours à des élèves. Je pense que encore le discours fallacieux qui est porté par votre parti, qui est celui d'instrumentaliser le débat public de manière à porter des coups de... j'ai envie de dire des coups de raquette à des gens sans savoir la situation. Encore une fois, c'était un barrage filtrant. Chaque élève qui passait par le barrage devait discuter, je crois, 2-3 minutes de la loi immigration pour avoir des avis. Ensuite, le barrage était filtrant. Si on n'était pas d'accord avec vous, on ne passait pas. Non, on ne passait pas de toute manière. Tous les professeurs, tous les élèves un seul élève n'a pas pu aller en cours. C'est faux. Il n'y avait pas de professeur dans l'école. Donc, à partir du moment où justement, un professeur est sorti pour essayer de faire aider cet élève à rentrer. Il faut avoir conscience. C'est complètement faux. C'est complètement faux, c'était après le... Vous avez le droit de cautionner la discrimination, mais en tout cas, moi, je la combats. Je cautionne ni la violence ni la discrimination, mais je sais de quel côté remettez-vous en question dans ce cas-là, parce que je tiens à rappeler qu'il y a eu d'autres cas. La semaine dernière, à Grenoble, un étudiant de l'Uni a été agressé par des syndicats de l'UNEF, mais également de l'Union syndicale étudiante, de l'Union étudiante, si je ne m'abuse. Cet élève a été arrêté plusieurs jours, a été à l'hôpital, commotion cérébrale. Je rappelle que la conférence qu'ils organisaient, c'était une conférence avec l'avocat des victimes de l'attentat de Nice contre le terrorisme. Des syndicats d'extrême gauche sont venus interrompre cette conférence et s'en sont pris à coup de lacrymo à des étudiants. Dans quel monde vit-on ? Moi, j'attends que vous condamniez cela. C'est ça le sujet, en réalité. Après, au niveau des sources, chaque Vous avez des images de l'élève blessé. Vous avez une plante, vous avez une commotion cérébrale. Je vous sors les camarades du Val d'Oise qui ont été agressés maintes et maintes fois par des militants fascistes du GUD. Et dans ce cas-là, on est dans une société de l'image. Donc effectivement, je condamne. Moi, je dis, si des étudiants sont condamnés, sont agressés, je le regrette. Votre tweet a été repartagé par des mouvements fascistes. Je l'ai vu. Si vous voulez, on peut... Et de toute façon, les auditeurs pourront le voir. Vous n'avez qu'à aller sur le Twitter de monsieur, aller voir le post dont je parle. Je suis pas sûr que tout le monde ait la même définition du fascisme que vous, puisque vous considérez le Rassemblement national comme d'extrême droite. Donc dans ce cas-là, à partir de là, c'est compliqué de se mettre d'accord sur la définition. C'est bien, au moins vous voyez le terme d'extrême droite comme un reproche plus qu'une fierté. Évidemment. Oui, pourtant après, ça ne vous empêche pas d'être d'extrême droite, je suis désolé. Non, excusez-moi, je défends malheureusement la souveraineté de la France, suprémacisme. Non, et vous savez, égal c'est très important parce que moi, dernier mot, oui.
quand même des militants au Rassemblement national qui ont toutes les origines et ils viennent se battre pour Ça la veut France. rien dire. Pour le patriotisme, c'est ça qui les unit. Encore heureux. C'est pas un mouvement d'extrême droite, c'est Encore un mouvement heureux. rassembleur. Vous Pardon. divisez, c'est pas la même chose. Donc là, Vous verrez les messages que reçoivent quand parfois même, nos militants c'est quand en même marrant. fonction de leur origine, de leur couleur de peau. C'est pas des gens qui viennent de l'extrême droite qui les attaquent, c'est souvent des gens de gauche qui ont la haine de voir des gens de couleur participer à des mouvements comme le Rassemblement national. C'est ça la Justement, vérité du mouvement aujourd'hui politique. Pour recentrer le débat, pour l'introduire aussi, merci à Déborah de l'avoir introduit, mais pour le recentrer quelque peu et pour que nos viewers aient plus de clarté, finalement, et vous avez commencé à y répondre sur le fond, quels sont les avantages et les inconvénients de donner la parole à tout le monde dans une société? Vaste question, Ali. Alors, ouais, donc il y a plusieurs aspects, je pense, à prendre en compte. À partir, en fait, il y a plusieurs cadres de discussion et de débat qu'on peut avoir dans la société. C'est nous, en tant que citoyens et en tant que, après, avec l'aval de nos légiférants qui décidons de cela. En France, c'est un cadre donc, qui est démocratique et républicain. Donc, ces deux mots sont lourds de sens et sont inhérents et portent les principes de respect, d'inclusion et de lutte contre les discriminations, évidemment, de partage d'opinions. En partant de ce principe, toute ambition politique qui ne correspond pas à ces critères doit être exclue du débat public, pour moi. Donc la censure. Exactement. Je suis désolé. N'hésitez pas à vous interrompre. En fait, la censure, elle n'est même plus d'actualité puisque les médias sont instrumentalisés de manière à ce que l'extrême droite ait une présence médiatique beaucoup plus importante qu'elle le devrait. Mais à partir du moment où un parti politique se définit, ne serait-ce que dans ces termes de nationaliste, c'est fort. La nation, c'est quelque chose de beau. Excusez-moi, c'est rassembleur. Le nationalisme, la définition du nationalisme. Je ne parle pas de nationalisme, je vous parle de la nation. Se rassembler autour d'une communauté sur laquelle tout le monde peut s'unir, c'est quelque chose de beau. Et moi, je voudrais la gauche est plus patriote que l'extrême droite. Vous le montrez pas trop. Vous le montrez pas trop. Excusez-moi. Le patriotisme, ce n'est pas juste un drapeau. Bien sûr, j'en ai conscience. Mais c'est quand même aussi un drapeau. Et pas le drapeau de tous les pays du monde. C'est pas juste ça le patriotisme dans un cadre français. Julien, pour répondre à la question, oui. Mais moi, je pense que la liberté d'expression, c'est la démocratie. C'est aussi la Constitution, il faut en avoir conscience. Donc, il faut la garantir. Et pour la garantir, il faut donner la parole à toutes les personnes qui représentent des opinions importantes dans le pays. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Vous avez la loi qui limite la liberté d'expression. Quand vous incitez à la haine, quand vous harcelez des individus, vous n'avez pas le droit. Donc une personne qui va harceler quelqu'un dans les médias ou sur les réseaux sociaux, elle peut être condamnée. Donc c'est une limite à la liberté d'expression. Mais je pense que la liberté d'expression doit être garantie parce que sinon, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est la pensée unique. La pensée unique, c'est quoi ? C'est la dictature. Le Conseil constitutionnel en 1994, juste pour rappeler un petit peu, a défini la liberté d'expression justement comme étant, je cite, une liberté d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés. Je referme la parenthèse. Le mot respect. Bien sûr, c'est sans entraver les autres, effectivement. Le mot respect, encore une fois. C'est le nerf de ce problème, c'est le mot respect. Et le respect, il n'est pas du camp de l'extrême droite et des discours d'extrême droite. Encore une fois, quand un député comme M. Carlos Martins Bilongo est insulté à l'Assemblée de retourne en Afrique, c'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qui a été... Ben oui, excusez-moi. Écoutez, je m'en fiche, singulier, pluriel. Vous avez une vision raciale de la scène, excusez-moi, on parle d'immigration de manière générale. Je m'en fiche. Vous rapprochez les gens à leur couleur de peau, c'est ça que vous êtes en train de faire. Juste après, l'homme qui l'a insulté a été accueilli dans tous les plateaux télé pour se justifier. Monsieur Carlos Martins Bilongo, dont j'étais le collaborateur parlementaire, je peux en parler, parce que j'étais dans le dossier, je ne vais pas inventer, moi je ne m'invente pas des réalités, je connais ce dont je parle. Encore une fois, je reviens à votre discours sur cet incident. Mais et il a attendu 2 jours avant de pouvoir apparaître sur des plateaux et donner son ressenti. Il a été agressé. Monsieur, et moi je mets dans le même bateau, je suis désolé que ce soit Zemmour ou Marine Le Pen, c'est des discours raciaux, racistes. Et monsieur Zemmour a été condamné je ne sais pas combien de fois, 15 fois, pour incitation à la haine raciale. Les députés du Rassemblement national, il n'y a qu'à chercher leur nom sur Internet pour trouver des dizaines de photos avec des militants nazis. C'est faux. C'est faux. Mais excusez-moi. Mais donc là, si
Est-ce que vous savez que Donc là, si je vous avoir une sors une position photo- différente de la vôtre, ça veut pas Mais dire je suis être désolé. raciste. Non, Bah, non, excusez-moi. il y a avoir une position différente et il y a le moi, ce que respect je- et moi, ce que je le trouve cadre légal. extrêmement grave, Si je vous c'est sors que une photo aujourd'hui de monsieur, un leader de votre parti qui était collaborateur de monsieur Bardella, je vous sors sa photo avec un militant nazi, qu'est-ce que vous allez me dire? que je condamne, mais je n'ai pas cette photo devant vous et il faut avoir conscience que depuis tout à l'heure vous parlez d'extrême droite pour le Rassemblement national alors que nous ne sommes pas d'extrême droite. Donc je pense que vous avez une définition plutôt floue de l'extrême droite. Moi, précisément sur le débat en tant que tel, oui, peut-être Julien. Non, mais sur le cas du député Monsieur Bilongo, moi ce que je trouve extrêmement grave, c'est que vous voyez une scène raciale tout de suite. Vous voyez la couleur de peau de Monsieur Bilongo alors que dans le cadre de cette histoire, on parlait d'une critique de l'immigration massive sur les côtes méditerranéennes. Donc je pense que il faut faire attention à ce qu'on dit. Genre vous voyez de la race là où il y avait un débat sur l'immigration. Si être raciste c'est critiquer l'immigration, ça ne marche pas comme ça. Non, on peut critiquer l'immigration comme un problème social, économique, culturel. C'est vous qui ramenez ça à la race. Ça n'a rien à excusez-moi, c'est ce que vous venez d'expliquer. Absolument pas. Moi, je condamne, j'attends, et je condamne le fait que ce député de la nation, élu par les citoyens qu'il représente, ait été insulté et on lui a coupé la parole pendant une intervention officielle à l'Assemblée nationale en lui criant qu'il retourne en Afrique. Vous ne parlez pas de lui, donc du coup. Comment ça? Mais non, écoutez. Que je dise qu'il retourne en Afrique ou qu'il retourne en Afrique. Voilà, la première fois, on ne parlait pas du député, il parlait en l'occurrence il retourne en Afrique, il retourne en Afrique. La première fois, je parle au pluriel, la deuxième fois au singulier. Est-ce que vous avez vu la différence? Moi, je préférerais qu'on parle sur des sujets de fond, en l'occurrence le problème de l'immigration. Non, excusez-moi, vous essayez de faire une polémique, vous avez instrumentalisé un cas pour essayer de vous faire victimiser. Moi, je trouve ça dommage. On ne choisit pas de se faire insulter à l'Assemblée nationale, je pense. Je crois qu'en termes d'insultes, la France insoumise est extrêmement mal placée pour donner des leçons aux autres députés. Parce que je pense que l'opinion générale, de manière générale, se rend compte que la France insoumise ne respecte pas particulièrement un cadre démocratique serein à l'Assemblée nationale. J'ai même pas besoin de débattre pour vous dire ça, je pense que les gens en ont conscience. Justement, messieurs, si on recentre à nouveau le débat, existe-t-il des limites à qui devrait avoir la parole? Et si oui, quelles sont-elles et qui devrait les définir? Julien. Rappelons juste peut-être Check News qui vient de m'être rapporté par un membre de mon équipe et le Conseil d'État a reconnu que le RN était d'extrême droite. Après, est-ce que le Conseil d'État... Merci au Conseil d'État d'avoir une analyse politique saine. Une analyse politique, vous avez dit, pas une analyse juridique. Qu'est-ce que tu en penses de cette décision du Conseil d'État? C'est l'avis de la société, excusez-moi, mais c'est pas un mot. Julien, juste sur la question du... Pardon, je pense que le Conseil d'État a une vision politique et qu'elle ne reflète pas la réalité, non seulement des gens qui votent Rassemblement national, et ce que nous incarnons aujourd'hui dans le débat démocratique. Donc moi, je ne me considère pas d'extrême droite, et je pourrais vous dire que la plupart des gens au Rassemblement national, pour ne pas vous dire tous, ne se considèrent pas d'extrême droite. Elle est là la réalité. Après, de voir que le seul argument, que ce soit de la Macronie et de la NUPES qui avancent main dans la main sur ce sujet, c'est de nous traiter d'extrême droite, c'est quand même dommage, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'apporter des sujets de fond, ils ne sont pas capables de parler de vraies thématiques, ils sont dans l'anathème, je trouve ça dommage. On est ici pour parler de débat, de démocratie, je crois que c'est l'honneur de votre émission, et en l'occurrence, c'est quand même dommage d'en rester à des insultes, et je pense que vous devriez passer à autre chose sur ce sujet-là. Juste sur la décision du Conseil d'État qui m'a été apportée, donc je le rappelle par un membre de mon équipe, ta réaction, est-ce que tu valides cette décision-là? Évidemment, parce que à partir du moment où on a une analyse intense, soit peu factuelle de la chose... C'est quoi l'extrême droite alors? C'est quoi je peux vous la définir. L'extrême droite, c'est le pan politique qui se considère comme nationaliste, suprémaciste et impérialiste. Et alors on est suprémaciste et impérialiste selon vous? Vous ne connaissez Exactement. pas le Rassemblement national? Genre, évidemment, vous avez une vision extrêmement biaisée Ah non, je regarde le programme économique du Rassemblement national, c'est un programme néolibéral et capitaliste qui est le même que celui de la Macronie. Aucun rapport avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire nationaliste et suprémaciste. En l'occurrence, vous parlez du néolibéral. Qui prône une suprématie du marché, tout simplement. Dans ce cas-là, on n'est plus dans une vision raciale que vous expliquez juste avant. La suprématie et l'impérialisme... Sur le plan économique, il y a une similitude. Dans ce cas-là, tout le monde est d'extrême droite si on sent votre logique. C'est factuel. Non, il y a le côté nationaliste. Il y a le côté nationaliste qui distingue la droite de l'extrême droite. Comment tu le justifies, toi, justement, ce rapprochement au niveau économique entre la Macronie et le Rassemblement national? Il n'existe pas particulièrement. Ah si, il existe évidemment, parce que... et ça, c'est inhérent au discours d'extrême droite, c'est depuis tout le temps. Je veux pas parler en tant que militant, je veux parler en tant que vraiment analyste politique, entre guillemets.
l'extrême droite et le national-fascisme, c'est toujours... encore une fois, là, je parle de termes historiques. Donc, le national-fascisme dans les années... dans le XXe siècle, a toujours usé de la bourgeoisie, donc des personnes de l'élite des nations financières, pour justifier leur engagement nationaliste. Donc, elle a été montée, notamment les partis dont Monsieur Jean-Marie Le Pen est évidemment pour ça que issu. Les classes populaires votent massivement au Rassemblement National. Les non, ouvriers les votent classes populaires c'est ne pas votent juste pas. c'est pas juste les bourgeois, je suis désolé. Regardez où sont élus aussi les députés LFI dans Déjà, Paris, en petite banlieue. Non, mais c'est pas que Bolloré, c'est un vote. Bolloré, c'est pas le Rassemblement National, excusez-moi. Bolloré, c'est pas. Non, mais excusez-moi. Madame Le Pen elle-même a dit que CNews ne partageait pas le pluralisme politique. Quel rapport dans ce cas-là avec l'appartenance de Bolloré au Rassemblement National? C'est incohérent. Non, mais excusez-moi, on va recentrer le débat parce que je définissais du coup l'extrême droite. Soyez cohérent dans ce cas-là. Non, mais je parlais de l'extrême droite, historiquement, c'est les royalistes, etc. Non, pas que. Et si vous parlez de suprémacistes, aujourd'hui, les gens qui sont obsédés par la race, c'est vous. Donc, dans ce cas-là. Le national-fascisme, je finis, et donc a été instrumentalisé l'élite de la nation de cette manière pour justifier son discours dans la sphère publique. Aujourd'hui, ça marche de la même manière, sauf que l'élite bourgeoise a été remplacée par une élite bourgeoise qui a une main mise sur les médias, comme CNews, comme BFM, qui sont des grandes chaînes d'infos. On le voit très bien avec des chroniqueurs de CNews qui disent clairement à l'antenne qui manquent de respect. Je pense à un animateur, je crois que c'est Monsieur Belvert notamment, qui insultait, après je veux bien un Check News, qui a insulté de ferme ta gueule Aurélien Saint-Toul quand il faisait la commission très récemment pour parler de l'actualité. Faut quand même avoir checké l'information. À checker, et c'est peut-être sur le nom que je me trompe. Oui, je pense faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui le paysage médiatique est très largement en faveur des idées très opposées au Rassemblement National. Le Rassemblement National n'est pas forcément bien accueilli sur le service public. Je pense qu'il faut quand même parler du service public. Service public, c'est-à-dire les impôts des Français. On parle de France Inter, où les gens sont d'une hostilité incroyable vis-à-vis des invités du Rassemblement National, alors que là, vous parlez de chaînes privées. Et encore une fois, je conteste ce que vous dites, en l'occurrence sur CNews, où tout le monde est invité. Après, que vous ne vouliez pas y aller, en l'occurrence, les représentants de France Insoumise ne veulent pas y aller, c'est un autre débat. Mais le Rassemblement National va partout, même sur les médias où ils sont justement mal accueillis. Et je trouve que c'est encore une fois l'honneur du Rassemblement National de faire vivre notre démocratie, la pluralité dans tous les médias. Il faut avoir conscience de cela. Justement, on parlait de la représentativité. On a une question d'un viewer, m'a-t-on signalé? Oui, non? Oui. Si, on en a une. On en a une. C'est Gabriel qui va la lire. Non, c'est moi du coup. C'est Déborah, je t'en prie. La question c'est comment critique-t-on une décision d'une Cour suprême, donc là en l'occurrence du Conseil d'État? Rappelons que le Conseil d'État, ce sont des magistrats, c'était la précision que je voulais apporter tout à l'heure, et qu'ils sont indépendants et impartials, juste pour... voilà. C'était juste pour... de manière factuelle. Au bout d'un moment, être magistrat, c'est un diplôme juridique, encore une fois. Et encore une fois, le Rassemblement national va évidemment dire que le Conseil d'État est dans la main de comploteurs de gauche, de Macron. Dans ce cas-là, vous il y a plein de manières. Le Conseil d'État est problématique dans plein de sujets. Je suis d'accord avec vous. Les magistrats ne sont pas parfaits. Ils sont évidemment des citoyens comme les autres, donc ils ont leurs idées politiques. Mais au bout d'un moment, il faut distinguer ce qui est factuel et ce qui est une analyse de la situation moderne, politique dans laquelle on vit, et des décisions comme le Conseil d'État lorsqu'il n'est pas impartial, par exemple sur des je peux parler des manifestations ou d'autres c'est quand ça vous arrange. Quand ils contestent une manifestation, ça vous pose problème. Non, parce qu'une manifestation, par contre, quand ils disent qu'on est d'extrême droite, là vous êtes ravis. Donc vous voyez, votre discours est incohérent. Non, c'est pas incohérent. Une manifestation, très sincèrement, une manifestation, c'est un temps donné, à un moment donné, avec des circonstances données, avec des personnes données, là, des acteurs. Là, vous donnez des arguments pour contester une décision. Donc, dans ce cas-là, vous contestez la justice. C'est un parti politique qui s'étend dans le temps, qui a une temporalité et qui s'est défini sur plusieurs années, politiquement. Et donc, la matière d'analyse du Conseil d'État est beaucoup plus grande. C'est factuel, c'est mathématique. Quand tu as plus de données, ton résultat est beaucoup plus cohérent que quand tu as moins de données. Mais vous savez, tout simplement. Moi, je pense que vous aurez beau nous insulter d'extrême droite, ça ne changera rien. Les Français continueront à voter pour nous de plus en plus. Parce que si vous êtes dans cette logique, vous ne comprenez pas que les Français veulent qu'on s'intéresse à leurs problématiques, au pouvoir d'achat,
Mais c'est nous qui nous intéressons pour non, je suis désolé, regardez, depuis tout à l'heure, vous passez votre temps à parler d'extrême droite. Moi, j'essaye de mettre en avant d'autres sujets. Voilà, c'est la vérité. Sur les limites de la... On pourra parler du pouvoir d'achat si vous voulez. Je pense que les limites, c'est de dire n'importe quoi. Parfois, c'est d'entendre n'importe qui dire n'importe quoi sur les médias. Ça peut être une limite. Mais je pense qu'il faut malgré tout écouter tout le monde. C'est important parce que c'est le principe de la liberté d'expression. Et malheureusement, on risque d'entendre un peu comme ce soir des propos qui sont complètement incohérents. Il faut en avoir conscience. Sur la définition justement de cela, pour recentrer le débat à nouveau, j'ai posé une question tout à l'heure sur si oui, quelles sont-elles et qui devrait les définir. Sur la question de la définition, est-ce que le rôle de l'ARCOM est trop sous-estimé par rapport à ça, c'est le rôle de l'audiovisuel? De se dire libertaire quand on réprime et qu'on condamne la liberté première, celle de manifester. Excusez-nous, on n'a pas. C'est pas le Rassemblement national, en l'occurrence, c'est la Macronie qui est au pouvoir. Ah non, mais je tiens à rappeler des faits extrêmement quand l'extrême droite. Mais le GUD n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Ça vous fait plaisir de fantasmer sur le GUD, mais moi je connais personne au GUD. Non, mais je souris timidement quand vous me dites ça parce que en fait juste c'est évident. C'est évident, je suis pas sûr que les viewers se disent ça exactement. Si, je pense que... Réagissez dans le live, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, réagissez, dites-nous quel est le... Et ça réagit pas mal et on vous en remercie. Sur le rôle de l'ARCOM. L'ARCOM. Effectivement. Aujourd'hui, dans le paysage politique et dans la sphère audiovisuelle française, est-ce que l'ARCOM agit trop, pas assez? Ça, c'est selon vos points de vue. Julien, qu'en penses-tu? Moi, je pense déjà de toute manière, c'est le droit français qui doit primer, qui doit réguler l'audiovisuel. Il faut avoir conscience aujourd'hui sur les plateformes, notamment numériques, on a un problème, c'est-à-dire vous avez des multinationales qui imposent leurs propres droits, leur propre modération, leur propre censure. Et ça, on ne peut pas l'accepter parce que dans un cadre national, c'est le droit français qui doit le définir. Après, effectivement, au sujet de l'ARCOM en tant que tel, je pense que peut-être qu'il y a des règles qui doivent être revues, c'est possible. Moi, je ne suis pas dans une logique, il n'y a pas de débat, on ne peut rien faire, etc. Mais je pense qu'il faut garantir, c'est le rôle de l'ARCOM de manière générale, une pluralité. Est-ce qu'elle est parfaite aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça la logique des institutions françaises. Garantir la pluralité, parce que la pluralité, c'est la démocratie, ou alors, qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut une société où les gens ne peuvent pas s'exprimer? Désolé, ce n'est pas mon cas. Ali, le rôle de l'ARCOM. L'ARCOM, si on revoit le cadre juridique de l'ARCOM, c'est donc le garant de la liberté d'expression, enfin de la gestion des médias en France. Oui, ex-CSA d'ailleurs. Ex-CSA, exactement. Donc, à partir du moment où on donne une légitimité juridique à une institution, la justice est gérée par des humains. Donc, évidemment, l'humain entre en jeu. L'ARCOM a toujours été pour moi problématique de plein de manières différentes, notamment sur le fait de gérer évidemment les grands monopoles médiatiques comme Bolloré, comme Bolloré précisément, parce que c'est l'actualité, avec notamment laissant place à des prises de position politique en faveur, encore une fois, de l'extrême droite avec CNews et BFM, et une inaction complète. Il faut carrément une commission d'enquête de l'Assemblée pour qu'il y ait un semblant de réaction à l'ARCOM. Et moi, je suis pour une interdiction des monopoles médiatiques par des figures unipersonnelles. Et je suis pour le fait que le média qui est le moyen d'expression principal de notre société soit dans la main des citoyens plutôt que par des grands groupes comme Bougami, je crois. Bangoumi. Alors Bangoumi, c'est la société de production de Quotidien. Quotidien, hein. Mais c'est un grand groupe. Et Bolloré de la même manière. Alors, pour préciser, c'est le groupe TF1 plutôt, parce que effectivement, Quotidien est diffusé sur TMC, la société de production derrière, effectivement. Mais par rapport au rôle de l'ARCOM, elle agirait plus sur le groupe TF1, groupe Canal+, et sur ces groupe Canal+, géré par Bolloré, et c'est justement sur ces questions-là qu'il pourrait y avoir une action. Mais toi, c'est plus tu cibles les citoyens, c'est-à-dire que les citoyens devraient prendre le lead là-dessus. Pour moi, il faut interdire les monopoles les monopoles médiatiques, les concentrations médiatiques pour des personnes dans l'unipersonnalité. Julien. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut des médias différents, avec différents propriétaires. Quand ce sont des médias privés, qu'ils aient une certaine liberté pour faire leurs émissions, je trouve ça tout à fait logique. Après, je pense qu'il faut aussi évoquer un sujet qui est aussi important, c'est le service public. Le service public, aujourd'hui, est-ce qu'il est impartial? Alors qu'en l'occurrence, là, on ne parle pas de chaîne privée, on parle
d'argent public, c'est-à-dire des Français qui payent pour des émissions qui sont parfois soit complaisantes à la Macronie, soit très hostiles au Rassemblement national. Le service public. Donc, ils sont d'accord. Le service public. Les gars, ils sont d'accord. On applaudit. Le service public sert la Macronie, c'est une évidence. Je te laisse continuer, pardon. Non, voilà, donc allez-y, pardon. Je peux aller beaucoup plus loin que ça sur cette analyse pure et dure. Après, qu'il y ait des concentrations de médias, est-ce qu'on peut mieux faire? Là aussi, je pense qu'il y a la possibilité de mieux faire, effectivement. Mais après, moi, je constate quand même, vous dites qu'il faudrait que ce soit les citoyens qui reprennent la main, mais les citoyens qui pensent pas comme vous, j'ai l'impression que c'est ça, puisque vous critiquez la possibilité d'existence médiatique du Rassemblement national. Donc, il faut avoir conscience que le but de la pluralité, c'est que les autres puissent parler, quand même. C'est la base de la démocratie. Évidemment, un parti politique, quand il a une légitimité par le vote, doit pouvoir s'exprimer dans la sphère publique. Par contre, un parti politique, lorsqu'il est présent dans la sphère politique, doit être traité de la même manière, peu importe son camp politique. Et là, c'est pas le cas avec le Rassemblement national, ni avec l'extrême droite. Et vous avez l'impression que le Rassemblement national est avantagé dans les médias, mais moi je n'ai pas du tout la même vision. Je pense que vous avez été habitué pendant des décennies à avoir une diabolisation extrême du Rassemblement national, qui est aujourd'hui en fait traité comme les autres partis, plus ou moins dans les médias. Et encore, moi je suis les bandeaux de CNews, on voit très bien le parti pris de ces médias-là, de BFM. Excusez-moi, ça vous pose problème qu'ils ne pensent pas comme vous parfois? Non, ça me pose problème qu'ils pensent comme un parti politique. Ils ne pensent pas comme un parti politique, excusez-moi, vous n'avez pas l'impression que des émissions sont politisées dans d'autres médias? C'est le principe. Pas quand un média. Il faut en sortir avec le mythe du journal. Il faut en sortir avec du mythe, parce que les gens ça leur plaît justement. Les gens aiment ces émissions. Les gens aiment le sang et la société de l'image, oui. Excusez-moi, parfois c'est aussi des débats. Pourquoi vous voulez qu'on masque les vrais problèmes? Vous voulez qu'on masque les images? Vous voulez qu'on ne parle pas d'insécurité comme le fait CNews? Excusez-moi. C'est quoi? Non, mais l'insécurité, c'est pas le sang. Excusez-moi. Si on n'y va pas, qu'on ne fait pas de vidéo pour en parler, les médias n'en parlent pas. Donc vous devez vous réjouir de voir des sujets émerger dans la société parce que ça concerne les gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi des sujets qui concernent les gens. Écoutez, c'est le cas. Exemple. On peut faire émerger un sujet sans prendre parti. Exemple, le plateau de ce soir. Je pense que malgré tout, de manière générale, les journalistes sont toujours plus ou moins politisés. Genre, il faut en avoir conscience. C'est pas évident la neutralité politique. Rien que le choix des sujets. Par contre, la déontologie, c'est important. Je pense que la déontologie est respectée. Justement, les journalistes sont sanctionnés s'ils ne sont pas éthiques. Quand un chroniqueur journaliste insulte un député sur un plateau télé, ce n'est pas de la déontologie. Je n'ai pas été insulté par monsieur. Après, je pense que de manière générale, sur des milliers d'heures de direct, il peut y avoir des encarts et il faut les sanctionner. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Elles ne le sont pas, donc comment on fait? Je pense qu'il y a des sanctions qui existent, etc. Après, je vois que vous avez tendance à avoir des insultes parfois là où il n'y en a pas aussi. C'est le problème. Ferme ta gueule, c'est une insulte. En l'occurrence, oui, mais je veux dire, sur le cas que vous avez donné. Encore une fois, c'est pas quelqu'un du Rassemblement national qui dit ça. Genre, vous nous associez peut-être que je suis vulgaire, mais je suis pas langue de bois. Et puis là, je cite des. Ah, mais t'as raison, tant que ça reste dans un cadre correct. Ah non, mais évidemment, ce n'est pas. Moi, je suis toujours dans le respect, ce n'est pas dirigé envers mon co-débatteur, encore une fois. Je cite les propos d'un chroniqueur de CNews. J'attends encore si. Check News sur le nom. Ah, Check News, c'est vrai que. Essayez de voir si. Oui, sur CNews. Voilà, encore une fois, je pose le cadre, je débat dans le respect, bien sûr. Sur la question des réseaux sociaux, plus précisément, messieurs, quel rôle les plateformes de médias sociaux et les entreprises technologiques devrait-elle jouer dans la régulation de la parole en ligne? On parle de X notamment avec Elon Musk. Depuis qu'il a racheté X, il y a un débat qui est né là-dessus. Et je pense que leur rôle, c'est de faire appliquer la réglementation française et la loi française. C'est pas aux plateformes de multinationales d'imposer leur loi, leur censure en France. Et donc je pense qu'il est là le problème avec certaines plateformes numériques. Donc d'où la nécessité d'avoir une vraie politique souveraine au niveau du numérique, pour avoir des plateformes qui soient hébergées en France, d'avoir nos données qui soient hébergées en France, pour justement ne pas être contraint par des pays étrangers, de voir des contenus retirés, de voir le droit international, enfin le droit d'autres pays s'imposer en France. C'est ça l'enjeu, je pense. Donc effectivement, les plateformes internationales de grandes multinationales doivent être soumises
au droit français. Et donc je pense que là, c'est un vrai sujet politique. Et je sais que c'est un sujet que le Rassemblement national porte à l'Assemblée nationale sur la souveraineté numérique de la France. C'est un sujet extrêmement important. Ah, je t'ai vu, Ali, sur la dernière... Oui, on a une question. On a une question, D'Artagnan. Et je te donnerai la parole après, bien sûr. De Kiwi. Alors on a une question de Kiwiwi. Pourquoi est-ce que les chaînes privées diraient ce qu'elles veulent et non ce qu'elles veulent et non les plateformes de réseaux sociaux. Ouais, pardon. Je suis un peu... Répétons la question, c'est pas plutôt deux fois qu'une. Est-ce que les chaînes privées, elles diraient ce qu'elles pensent et les plateformes, non? Les chaînes privées sont aussi soumises au droit français. Si une personne insulte quelqu'un sur un plateau TV, c'est pas du droit pénal, il peut être condamné. Donc c'est la même logique. Je pense ça n'est pas le cas. Ali, oui. Je t'en prie. Je suis d'accord. Après, il y a plusieurs aspects à votre analyse. Enfin, à la régulation des médias sociaux dans notre société. Il y a un point de vue technique qui est l'hébergement des données, qui a un problème plus d'ordre technique et financier, et aussi d'une deuxième manière, la modération dans ces cadres d'expression, dans ces sphères d'expression. Il y a les réseaux sociaux de manière générale ont une place énorme dans la société actuelle. Beaucoup de jeunes, la jeune génération se renseigne par les réseaux sociaux, débattent sur les réseaux sociaux, discutent de manière civile sur les réseaux sociaux. Donc il faut évidemment pour moi un cadre légal qui légifère de cette manière, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit sur les réseaux sociaux. Encore une fois, les grands groupes américains, c'est quand même eux qui ont la main mise sur les plus grandes plateformes d'expression numérique comme X, on peut citer aussi Meta, qui contrôle donc Facebook, Snapchat, WhatsApp, etc. Donc nous, en tant que pays européen, en tant que puissance européenne, on doit apprendre à faire en sorte que la loi française donc, et les principes démocratiques français soient imposés au moins en France, et ensuite, pourquoi pas batailler pour avoir une meilleure régulation à la sphère mondiale. Il y a eu plein de scandales, je ne vais pas tous les citer, mais Cambridge Analytica, plein d'autres problèmes qui naissent par cette ingérence. C'est toujours le même schéma, hein. On donne un média à une personne, donc des idées directement politiques, type Elon Musk. Donc les idées qui en émergent sont et la régulation qui en émerge est évidemment une régulation qui prend parti politiquement. Et Julien, voilà. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, nos réseaux sociaux peuvent être pénétrés par des idéologies extrêmement néfastes. Des réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, ont beaucoup de mal à contrôler l'apologie du terrorisme sur ces plateformes qui sont extrêmement vues par de très nombreux jeunes. Donc c'est un enjeu, encore une fois, de justement faire en sorte que le droit français prime sur ces multinationales. Et encore une fois, ça demande une forte volonté politique pour développer des solutions souveraines du mieux que l'on peut. Donc je pense que c'est très important. Et de manière générale, on l'avait vu lors des élections présidentielles américaines où les réseaux sociaux de Donald Trump avaient été supprimés à une certaine époque, en pleine campagne électorale. C'était extrêmement dangereux pour la démocratie, dans une logique de pluralité d'opinion. Donc je pense qu'il faut avoir conscience des dangers de la censure que certains veulent imposer partout. Par contre, justement, c'est nous, France, entre guillemets, qui devons développer un cadre qui permet, certes, une modération en fonction de notre loi, mais aussi permettre la pluralité et la démocratie. Parce qu'encore une fois, la pluralité, c'est la démocratie. Voilà. Sur la question, et merci d'avoir fait émerger finalement une actualité plus internationale et une dimension plus internationale encore, sur la question de la présidentielle américaine. Je t'ai vu quand il a parlé de Donald Trump et de la suppression des réseaux, avoir une petite moue, si je puis dire. Oui, ça me fait sourire, parce que encore une fois, on parle de Donald Trump, un personnage d'extrême droite, avec tous les problèmes liés au racisme, à la xénophobie que son discours engendre. Mais effectivement, pour moi, à partir du moment où il y a un discours politique qui émerge dans une sphère d'expression, il doit y avoir de la régulation, et cette régulation doit être posée par des cadres juridiques. La France et la France Insoumise proposent un contrôle des médias numériques géré grâce à une convention citoyenne
qui en posera les bases. Et derrière, il en sera du rôle de l'État et de la diplomatie française de faire valoir cette législation. Mais encore, faut-il la construire de manière saine et pas en s'offusquant toujours pour la suppression des médias comme des personnalités sulfureuses comme Donald Trump, mais aussi quand ça serait bien de dire ah bah tiens, Edward Snowden qui peut plus s'exprimer nulle part, c'est aussi problématique d'une certaine manière. Bien sûr. Après, je pense que de manière générale, si on veut construire un cadre serein, législatif, etc., il faut être aussi constructif. Et à l'Assemblée nationale, moi je pense que c'est vraiment l'optique du Rassemblement national d'essayer de porter des sujets sur toutes les thématiques qui peuvent rassembler les autres députés. Après, il ne faut pas se heurter à un sectarisme politique. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, sur de très nombreux sujets, les députés pourraient être d'accord, mais refusent des textes qui sont pourtant consensuels. Là, on parlait des médias, mais on peut parler sur d'autres sujets, genre sur le droit des femmes. Quand je vois la France insoumise refuser de reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée, alors que des millions de femmes en souffrent, on est dans le sectarisme politique pur et dur, et je trouve ça regrettable. Et c'est ça l'Assemblée nationale. Donc alors, sur des sur sujets, cette question-là, comment tu news. sources ton information? Écoutez, dans la niche du Rassemblement national qui a été présentée à l'automne dernier, le texte a été débattu et les autres partis politiques n'ont pas osé le voter. Alors, et moi, je pense... Peut-être Ali un point de correction là-dessus. Une niche parlementaire, c'est les députés du parti qui se rejoignent dans la niche, donc déjà. Et les autres partis Non. votent. Bah Oui, excusez-moi, ils votent, non. ça s'appelle Mais la démocratie. Il y a C'est- voter et participer à la niche. Je pense qu'il faut être pédagogue Et, aussi et pas genre, instrumentaliser les mots. voter contre un texte, excusez-moi, c'est non, mais c'est s'opposer à une elle a mesure été- qui allait dans le sens Pas du des tout, femmes. on Genre va pas après, voter, si on les va pas femmes, voter. la Non, cause non, des non. femmes ne vous intéresse pas, c'est quand même Non, non, non. problématique. Genre, Et enfin, c'est quand même culotté de dire que la cause des femmes nous intéresse pas quand vous venez ici en représentant d'un parti politique qui a voté contre toutes les mesures pour la constitutionnalisation de l'IVG dans les années passées et qui, quand il voit qu'il y a une conjecture politique qui s'aligne faux. avec la droite. Et De- encore de une nombreux fois, députés- juste on n'a pour pas rappeler- voté votre niche parlementaire parce qu'on avait un projet de loi en préparation à la France Insoumise qui est beaucoup mieux que le vôtre. bien sûr, effectivement. c'est- Ah oui, mais non, mais nous, dans l'endométriose, en fait, on prend en compte aussi les problèmes liés aux règles douloureuses. Et du coup, on prend aussi. Dans ce cas-là, vous et on- pouvez voter un texte de premier pas et continuer à faire avancer. Non, Après non, tout, la cause non, des non. femmes n'est pas une cause Ah non, non, d'instrumentalisation nous, politique. on va faire un travail qui est. Mais- On va faire notre propre travail, on va proposer un texte propre. Et pendant Pas ce comme temps, le vôtre les qui femmes est- qui en souffrent ne peuvent pas se voir reconnaître une affection de longue durée, alors que le cadre de la niche aurait pu le permettre. Ils auraient pu avoir des Excusez-moi, mais remboursements. là, la niche, la France Insoumise a aussi proposé sa Bah, Non, mais je peux Ça vous. court derrière le dans ce cas-là, Rassemblement en national fait- sur pas mal de Oui, sujets. dans en fait, ce cas-là, en fait, je peux vous renvoyer le problème. Vous n'avez pas voté aussi notre proposition de loi concernant la reconnaissance de l'endométriose comme une maladie Ouais. infectieuse de longue durée et qui puisse. Détrompez-vous, le Rassemblement Non, national vous l'avez vote pas voté. des Vous l'avez amendements pas de la voté. France Insoumise Mais parce quand nous que pensons vous que ça va dans parlez le bon de celui-là. sens. Vous l'avez pas voté, Bah celui-là. si, Pourquoi Excusez-moi, on a Parce que voté. justement, ça pose des cadres légaux et que ça donne à la femme une manière de pouvoir prendre des jours, notamment de congé en étant payée, pour ne serait-ce que des règles douloureuses et pas forcément que ça soit défini comme endométriose parce que les temps de diagnostic sont extrêmement longs en France, que c'est difficile de trouver un rendez-vous en Parler France. de congé de cette menstruel, manière. c'était différent. C'était pas la même Ah, mais logique, c'était pas le même non, texte, c'était pas le même sujet. Non, donc, c'était dans la continuité. on va Derrière, pas- il y avait une définition d'endométriose je qui pense venait. que- En tout cas, juste Et- pour rappeler peut-être à nos viewers qui sont peut-être un petit peu perdus ce qu'est une niche parlementaire, un jour Oui. par mois, durant la session ordinaire, un groupe d'opposition fixe l'ordre du jour du Parlement. Voilà, pour Exactement. peut-être un petit peu... Mais je pense que c'est important de malgré c'est tout important de le expliquer dire. sur des sujets importants, sur la santé, etc., que des députés de la France Insoumise refusent de voter des textes qui sont pourtant portés par des associations. Moi, je pense aussi à un certain nombre de textes sur des sujets similaires, sur les violences conjugales, pour avoir une aide universelle pour les personnes qui ont été victimes de violences conjugales. C'est le Rassemblement national qui a voulu le mettre à l'ordre du jour, un texte qui était pourtant déposé par le Parti socialiste, qu'on n'avait pas mis à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut avoir conscience qu'on étudie des textes bidons. Imposer des drapeaux de l'Union européenne devant les mairies, c'est des textes imposés par la Macronie. Pendant ce temps, nos agriculteurs souffrent. Pendant ce temps, on a des problèmes d'insécurité partout, dans les transports, d'ailleurs, dont les femmes sont les premières victimes. Il faut avoir conscience de ça. Donc, l'ordre du jour, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça, parce qu'on est aussi là pour parler un peu, de manière générale, de la démocratie et de ce qu'il s'y passe. Et en l'occurrence, dans le cœur de la démocratie, c'est le Parlement. Je vais citer une interview de Clémentine Autain
pour préciser tes propos dans le Nouvel Obs. Je vais donc la citer pour recadrer un petit peu. On lui a posé donc la question sur le dépôt de cette proposition dans la niche parlementaire. Et elle a donc déclaré, je la cite, « C'est un écran de fumée pour tenter de brouiller la position idéologique du RN. L'extrême droite a compris qu'il est impossible de gagner en France en s'opposant aux droits des femmes auxquels une très large majorité est attachée. Si le RN cherche à corriger son image, son projet reste profondément réactionnaire et sexiste. Je rappelle que Marine Le Pen et ses amis se sont battus contre l'allongement du délai de recours à l'IVG, qu'ils ont défendu une vision nataliste dans le débat sur les retraites. Ils ne sont d'aucun combat pour la liberté des femmes. Cette PPL est une opération grossière. » Je referme la parenthèse. C'est juste pour préciser justement de voir que parler de leur maladie, c'est en écran de fumée. Excusez-moi, je pense que ce que vous dites, en l'occurrence Clémentine Autain dit, non, elle n'est pas grosse. S'intéresser aux gens, c'est peut-être ce que vous devriez faire. C'est évident, ça se voit. C'est pour ça qu'on est à 30% dans les sondages et que vous êtes à 10%. Voilà, je veux dire, il y a aussi une logique. Vous n'êtes pas un parti de manière inhérente antiféministe qui ne se définit pas dans la lutte pour l'inclusivité. Notamment, vous avez été maintes fois contre le droit à l'IVG, maintes fois contre le droit, On va conclure, messieurs. On n'est pas contre l'interruption des droits. Il n'y a pas de problème. J'aimerais finir quand même sur ça. Finis ton propos. Je tiens du coup Clémentine Autain qui a donc bien défini la chose. C'est plus qu'un écran de fumée. En fait, c'est une stratégie de communication tout simplement grossière de la part d'un parti qui est antiféministe, qui se définit comme sexiste par temps. C'est faux. Non mais excusez-moi, dans ce cas-là, on peut pointer votre posture problématique ce soir. Vous avez coupé la parole tout à l'heure lors de la chronique à madame. J'ai directement... non, c'est très important, c'est inhérent. Vous voyez, j'ai le droit de contester aussi, d'avoir une pensée différente que la vôtre. Et je suis d'accord. Voilà. Par contre, c'est une intervenante dans le cadre de l'émission. Justement, vous m'avez ensuite interpellé, vous m'avez dit pourquoi, et moi j'ai dit par respect, je me tais. Parce que justement... c'est une chronique et que c'est pas parce que c'est une femme qui s'exprime qu'on a le droit de lui couper la parole. Vous êtes extrêmement mal placé pour parler de respect quand on voit vos étudiants agresser d'autres étudiants. Oui, on condamne la violence. Oui, bien sûr. C'est Camille Carlin qui a eu 11 jours d'ITT. C'est Camille Carlin qui a eu 11 jours d'ITT. On va refermer le débat ici, on en a parlé tout à l'heure. Non, c'est vrai. C'est un peu une limite justement de donner la parole à tout le monde. On est soumis aux mensonges. Je peux vous montrer la propagande. Messieurs, on va refermer, on en a parlé tout à l'heure, on va refermer le débat ici. Pas tout à fait, parce qu'il reste une dernière question et pas des moindres. C'est dans le vif. Top jingle d'Artagnan. Vous avez 1 minute et pas une de plus pour convaincre nos auditeurs sur cette question que je vais poser. Et d'ailleurs, je remercie les viewers d'être aussi nombreux encore à l'instant où je m'exprime et en cette fin d'émission. Voilà, merci beaucoup. On va commencer par Ali, puis ce sera au tour de Julien. 1 minute. Je demande à Flavien le chronomètre pour bien avoir un temps de parole égalitaire. On t'entend très bien. Julien, on t'entend très bien aussi. Cette question est la suivante. Doit-on donner la parole à tout le monde dans les médias, tout simplement? Pour résumer un petit peu notre débat de ce soir. Doit-on donner la parole? Une réponse en 1 minute. En 1 minute, face caméra. À partir du moment où on se base dans un débat démocratique et républicain, on se doit de respecter des règles de respect et d'inclusivité dans le débat public. Encore une fois, lorsqu'un parti politique se définit par des idées xénophobes, racistes et antiféministes et aussi anti-libertaires, on se doit de prendre ses responsabilités en tant que citoyen et aussi en tant que responsable politique pour recadrer le débat lorsqu'il est nécessaire. On n'a pas le droit aujourd'hui de donner toujours une place médiatique aussi importante à des partis qui ont été condamnés maintes fois pour incitation à la haine raciale, qui sont définis dans leur histoire par des figures politiques qui se définissent par le nazisme notamment, qui sont issus d'idéologies nationalistes, qui aujourd'hui prônent une vision nataliste, qui est celle la plus problématique aujourd'hui en France pour le droit des femmes notamment. Mais on se doit donc de prendre nos responsabilités sur ce côté-là et d'avoir un cadre juridique qui maintient cette vision pour assurer un débat public sain. 1-0-1. T'auras le droit à la seconde supplémentaire, Julien. Je t'en prie, face caméra. Moi, je pense que la pluralité est aujourd'hui un bien sacré de notre démocratie et qu'il faut le garantir absolument. Je ne suis pas pour la censure des opposants politiques. Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, le droit français doit primer pour réguler tout ce qui est condamnable pénalement. Mais après avoir dit cela, je pense qu'il faut encore une fois avoir conscience, et le débat de ce soir en était la preuve, que
tout le monde peut avoir la parole, mais il faut aussi avoir conscience qu'il faut être éduqué, il faut s'intéresser à la politique, à l'actualité pour vraiment comprendre et déconstruire des discours haineux, mensongers que l'extrême gauche généralement est la première à mettre en avant. Donc j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser à la politique, à se cultiver, parce que c'est aussi comme ça que vous arriverez progressivement à comprendre ce qu'il se passe dans les médias, à essayer de faire la part des choses, mais je ne pense pas que la logique c'est de censurer. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir donner la parole à tout le monde, et je remercie l'émission pour cette invitation. 1-0-1, parfait messieurs, bravo. Vous pouvez vous applaudir, je crois. Merci. Merci à vous d'être venu tout simplement et Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi et d'avoir fait vivre finalement ce débat. Il a été houleux. Nous sommes d'accord, mais c'est ça aussi la démocratie. Au moins vous pouvez vous exprimer. J'ai essayé d'être le modérateur, mais je vous ai donné aussi un espace de liberté, ma foi, et donc merci à vous. Merci à toi aussi, bien sûr. Merci à toi. À vos votes, l'occasion pour moi, et là je vais prendre un ton un petit peu solennel parce que j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est la Nuit des Relais 2024. Le 23 avril prochain, une course sera organisée. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais la semaine prochaine, nous projetterons une affiche qui m'a été envoyée, mais je ne l'ai pas transmise parce que... 2 mots là-dessus. On soutient officiellement, donc l'Union étudiante Paris-Saclay, cet appel à la Nuit des Relais, et notamment on soutient la cagnotte qui va être partagée, et on la partage juste avant. Donc c'est une bonne initiative, et bravo aussi pour votre engagement de ce côté-là. En tout cas, on relaye les informations qui nous semblent, et vu qu'on est très engagé pour les droits des femmes, on a consacré notre mois de mars là-dessus, et donc on tenait à le rappeler. On vous projettera la semaine prochaine cette affiche. Et la deuxième information, elle nous concerne nous, donc forcément il y a une émotion toute particulière, puisque dans le cadre, et c'est le grand projet que j'avais teasé en début d'émission, dans le cadre des élections européennes, nous allons organiser un euro-débat, j'en bafouille, un euro-débat de la jeunesse. Un euro-débat de la jeunesse qui sera organisé le 21 mai prochain. Nous avons un teaser qu'on va vous projeter tout de suite, D'Artagnan. Eurodébat de la jeunesse qui aura donc lieu le 21 mai prochain. Ce que vous venez de voir a été réalisé par notre couteau suisse Gabriel Salès, que nous remercions infiniment. Et sa maman peut être fière de lui. Elle peut être fière de toi, mon ami. Elle peut être fière de toi, le boss. Voilà, donc n'hésitez pas dès demain et même dès ce soir à suivre sur nos réseaux sociaux toute cette campagne que nous allons mener, cette campagne de communication jusqu'au 21 mai. Nous allons essayer justement dans le cadre du pluralisme politique, inviter différents partis politiques et donc organiser ce débat. Voilà, et on tenait à vous informer de cela, évidemment. Les votes sont-ils clos, mon cher ami ? Oui. Ils se sont pas lancés. Alors ça, ils se sont lancés. Alors, faut regarder il y a un petit encadré, un petit carré noir avec des lignes blanches. Il faut cliquer dessus et après vous choisissez donc Ali ou Julien. Voilà. C'est expliqué de manière très pédagogique et D'Artagnan, je te remercie de cela. C'est important la pédagogie. Avec plaisir. C'est la base de tout. Mais bien sûr. Apprenez. Mais bien sûr. Apprendre à aimer, comme chantait Florent Pagny. Citons les grands auteurs. Et on salue Florent Pagny. À chaque fois, on salue des gens comme ça. Elisabeth Borne, Florent Pagny. Bon, c'est le deuxième. C'est grand écart. Oui, ça va se clôturer. Mais messieurs, tiens, peut-être une petite réaction par rapport à ce débat. Qu'en avez-vous pensé, Julien, de ce débat ? Petite réaction comme ça à chaud. Écoutez, un débat énergique, mais je pense que vos viewers seront contents d'avoir une confrontation d'arguments d'un côté et d'insultes de l'autre. Donc je pense que c'est assez intéressant de constater cela. Donc moi je m'en réjouis personnellement. Ali, jusqu'au bout, on me vilipende alors que j'ai été respectueux du début à la fin, je crois.
vous me reprenez si c'est faux. Extrême Et droite, encore une fois, les nazisme, arguments, etc., ils sont beaucoup plus de mon côté, je pense. Non, mais c'est factuel. Excusez-moi, non. C'est factuel. Et j'invite les gens qui ont un doute à chercher sur Internet, ils trouveront la réponse. Mais j'ai été respectueux du débat à la fin, je crois. Et autrement, si j'ai eu des égards, je pense qu'on me l'aurait dit. Et autrement, c'était un débat, oui, énergique, c'est le mot, je pense. Mais encore une fois, juste, on voit les facettes tomber. Et vraiment, on voit notamment l'extrême droite qui a honte d'être l'extrême droite. C'est quand même beau. Le résultat des votes. D'Artagnan, à toi d'annoncer le résultat. Très bien, alors ça a été très... il y a eu beaucoup de votes, je crois que c'est vraiment l'émission où on a eu le plus de votes. Et donc à 70%, c'est Julien qui gagne. Ah bah écoutez, bravo. On applaudit Julien. Ah, bravo. Oui, je vais le dire. Oui, non, c'est pas sur ça. Ah d'accord. Oh non, mais c'est pas. Quoi ? Bon, merci D'Artagnan et bravo à Julien. Bravo à Julien. Merci. Dernière information avant de nous quitter. Justement, Gabriel m'a fait part de cette information il y a quelques instants. Nous avons ce soir battu le record de viewers cette saison et dans l'histoire de Tribun. Et pour cela, on tenait à vous remercier infiniment de votre fidélité grandissante semaine après semaine. Et ce n'est pas fini, on n'est qu'au pied de l'Everest, si je puis dire. Et on a encore tant de choses à bâtir ensemble. On se retrouve d'ailleurs dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine, messieurs, dames. Au revoir.